Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors ce soir, épisode spécial comme à notre habitude. Alors on avait déjà eu un petit spécial sur le dernier parce qu'on était dans un environnement différent sur une scène de conférence. Je ne sais pas d'ailleurs, je crois que l'épisode n'est pas encore sorti. Pas encore sorti, bientôt. Donc, mais vous allez le découvrir. Teasing. On s'est challengé un petit peu sur le fond et sur la forme. Néanmoins, ce soir, donc on est le mardi 2 juin. Je regarde mon calendrier. On est sur la Microsoft Build qui s'est jouée à San Francisco. Donc vous le savez, ou en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, qui nous regardent pour la première fois, on a pour l'habitude de faire des débriefs à chaud. Comment est-ce que ça marche, les débriefs à chaud? On le rappelle, on regarde tous ensemble entre copains la conférence de Microsoft, le live, et on fait ça depuis quelques années. On apprécie beaucoup maintenant les keynotes qui sont redevenues ce qu'elles étaient avant, en tout cas. Et après, on débrief. On fait une petite pause, on se donne un peu les infos qu'on a retenues et puis on enregistre dans la foulée. Donc autant vous dire que si on paraît fatigué, c'est qu'il est tard chez nous et du coup on ne fait que démarrer cet épisode, donc ça ne me rassure pas. Je remets un petit peu de contexte sur la build. Microsoft Build à San Francisco, donc on le rappelle, 2 grands événements par an, l'Ignite souvent vers le mois de novembre qui est plus un peu orienté business, produit, vision produit. La Build, c'est vraiment l'événement des techs où on a tout autant d'annonces normalement. Cette année, c'est le retour. C'est le retour, je ne sais pas, mais en tout cas, sur la dernière Ignite, c'était Judson, donc le VP Commerce de Microsoft qui avait annoncé la conférence et animé. Aujourd'hui, c'est le retour de Satya Nadella sur la Build. Donc, on a eu du grand Nadella et pourtant, j'ai envie de dire, une Build qui était un peu perturbante. Parce que d'habitude, on a une grosseur d'annonce et après, on a plutôt des workshops un peu spécialisés dans la foulée pendant lesquels nous, on prépare nos petits éléments qui deep dive sur les annonces. Là, on a eu 2h30 de conférence non-stop. Donc, elle a commencé à 18h30 en France. Elle a fini à 21h. Donc, on vient tout juste de finir une heure après. et du coup... ce qui signifiait qu'il y avait beaucoup d'annonces. Il faut retenir ça. Nadella a parlé pendant 2h30 avec quelques intervenants de conférences et de présentations produits. Donc ça, c'est le premier gros changement. Deuxième gros changement sur l'introduction, et on arrivera petit à petit sur les news, c'est qu'on va voir que on n'a pas entendu Copilot. Microsoft 365 Copilot avant, je crois, 1h30. La première heure et demie. Ouais. Au bout d'une heure, ils ont d'habitude on lui. Mais c'est marrant, à chaud, tu vois, on a l'impression qu'ils ont fait la bulle du retour aux sources parce qu'on leur reprochait, parce que pour les gens qui découvrent, on avait eu Copilot dans tous les sens. L'Ignite, normalement, c'est l'event des annonces pour l'année à venir. La build, c'est censé être le truc pour les techs. Et du coup, c'est vrai que l'année dernière, ils ont pris un petit peu le gros boomerang de on est censé être là pour la tech. Vous nous avez parlé que Copilot Chat et Copilot 365 pendant 1 heure. C'est pas de la tech. Et là, moi, je m'y attendais pas du tout. On va le voir les news, mais dès le début, ça ouvre sur du matériel. On était au salon du tuning de Microsoft. Et ensuite, même pas au bout de 10 minutes, je crois, un quart d'heure, il y avait un Visual Studio avec des lignes de code. J'ai fait, c'est les bonnes vieilles builds qui sont de retour. Donc, on voyait dans le public des réactions. Les techs avaient l'air contents, même si, bien sûr, il y a plein d'annonces. C'était une petite salle, d'ailleurs, de présentation pour les personnes qui étaient en live. Quelques milliers de personnes seulement, c'est très intimiste pour eux. Non, mais par rapport au grand show de Johnson, qu'on avait eu une espèce de stade en 360, là, qu'on a vu en novembre, petite salle de conférence, on va dire, même si c'est... là, c'était les devs, moins de partenaires, en fait. Exactement. Mon invité aussi. Et bon, du coup, forcément, c'est pas que de la tech. Il y a des annonces qui... on va en parler, transforme vraiment l'IA, ou relance même le modèle économique de l'IA, je trouve, pour certaines annonces, ou même pour Microsoft, on changeait son positionnement. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais plutôt à un truc... les remarques que j'ai fait dans les précédents débriefs, c'est on se croirait dans un trailer du dernier Marvel. C'était le Microsoft Cinematic Universe avec les vidéos d'intro. Et là, on est revenu à... beaucoup plus de sérieux. On est porte-maillot à la Microsoft Tech Days, à l'ancienne, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ont connu Microsoft à porte-maillot, Tech Days. Il y avait un peu ce côté-là, quoi. Dans une petite boutique de réparateurs PC. Quand même, on va pas les découvrir, c'est un peu plus gros qu'une petite boutique. Quand on va parler des PC, vous allez voir, c'est pas le petit... Et on va parler des PC. On va parler des PC, ça me permet d'embrayer, merci messieurs, parce que justement, Nadella a commencé avec
Et d'ailleurs, ça a été son fil rouge, hein, les 3 stacks, Developer Tools, Agent Runtime, Model Context Tools et l'infrastructure. Globalement, on n'a parlé que de ça, donc ce qui nous a un peu perturbé, hein, c'est qu'avant qu'on entende parler de Fabric, on n'a pas entendu parler de Copilot Studio, par exemple, pendant la keynote. Assez surprenant. Et du coup, on a enchaîné sur Satya Nadella qui nous expliquait que finalement, à l'heure où on cherche à faire du compute, l'utilisation croissante de la GenAI, vous le savez, on a tous peur de cette limite énergétique et notamment de puissance de calcul. Il nous dit quel est l'endroit finalement où on a le plus de compute, c'est sur les PC du monde entier. Donc ça, c'était postulat. Comment est-ce qu'on peut faire de chaque maison un petit data center ? Yes. Pour cela, Satya Nadella a enchaîné avec une première annonce qui était le modèle Aion 1.0, qui est du SLM qui va permettre de tourner. Donc ça, on avait déjà eu un peu les filles, etc. Nouveau modèle. Sauf que maintenant, dans Aion, on a les capacités de plan, par exemple, d'avoir en local du SLM, il me semble que c'est un SLM. Alors, et puis pour rappeler toujours le SLM, c'est le S de small versus le L de large. Des petits modèles qui tournent en local très spécialisés, mais on retrouve ces actions de raisonnement, de planification maintenant en local. Donc ça, c'était la petite introduction. Avant qu'on arrive, et là on va vous partager première image produit, sur les premières annonces, et là on prend un gros virage dans la keynote, côté hardware, côté surface, côté équipement. Et peut-être que Kevin, tu veux peut-être nous commenter les premières annonces. Yes, tout à fait. Ça faisait plaisir aussi, parce qu'avant, Microsoft, avec leur ancien responsable produit qui s'appelait Panos Panay, faisait comme ça régulièrement des événements un peu à l'Apple pour annoncer du matériel consumer. Et en fait, là, il n'y en avait plus trop. C'était vraiment des événements, des conférences presse très, très intimistes. Là, l'idée, c'est que alors, c'est Nvidia qui l'avait annoncé en premier, tout début de semaine, à l'événement en Taïwan qui s'appelle le Computex. Hier ou avant-hier, je crois. C'était hier, je crois, ou peut-être hier, le dimanche. 1er juin, ou dimanche. Donc, l'événement qui s'appelle Computex, où en fait, tous les constructeurs de PC vont là-bas annoncer leurs nouveaux produits. Donc, leur roadmap pour l'année à venir ou les années à venir. Et du coup, Nvidia avait annoncé en avant-première, en disant que Satya irait plus loin pendant la build, un partenariat nouveau entre Nvidia et les constructeurs PC, plus Microsoft pour la partie OS. En gros, on l'avait expliqué il y a quelques années déjà, Apple, en fait, ils sont rentrés dans la course des puces, donc des ordinateurs qui sont efficients, parce que la logique, c'était quoi ? C'est qu'aujourd'hui, Intel était prédominant en fait, dans la fourniture des puces pour les ordinateurs, donc c'est ce qui permet de faire les calculs, de lancer des applications, faire tourner des jeux et autres. Sauf qu'au fur et à mesure, Intel devenait un goulot d'étranglement en termes de manufacture et en termes de performance. Et il y avait une dépendance à Intel de la part d'Apple. Donc Apple a été le premier à franchir le pas en disant on arrête tout, on fait notre propre infrastructure technique. Donc ils ont commencé à construire leur propre puce. Et l'avantage qu'ils ont eu derrière, c'est de petit à petit mettre en place une architecture qui permet à terme d'exécuter des intelligences artificielles génératives, donc des LLM et des SLM, localement. Et ça, c'est important parce que déjà, ça permet à Apple de permettre à des clients, pour des cas d'usage un peu plus privés, etc., de tourner localement certains cas d'usage. Mais aussi, on s'affranchit d'infrastructures cloud nécessairement pour l'inférence. Il y a deux éléments importants sur la partie générative. Il y a l'entraînement, qui consomme énormément de compute. C'était souvent de ça dont on parlait il y a 3 ans, parce que les modèles commençaient à débarquer à une fréquence assez importante chaque année. Donc, il fallait beaucoup d'entraînement. Mais au fur et à mesure que l'adoption elle a commencé à exploser, donc ChatGPT, Claude, Copilot, etc., et là, on parle plus d'inférence. Donc l'inférence, c'est l'exécution du modèle. Et c'est ça qui consomme plus aujourd'hui encore, parce que les modèles, ils sortent moins rapidement. Par contre, l'inférence, elle le croît exponentiellement. Et surtout aussi, on a changé la façon de faire. C'est qu'à l'époque, le modèle, c'était du 100% compute. Aujourd'hui, ce que font les gros éditeurs, pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'en fait, les modèles que nous, on voit là, 5.5, machin, Mistral, Medium 3.5, ce genre de choses, c'est qu'en fait, il y a des super modèles qui sont entraînés, qui servent à fabriquer les petits large language model qu'on utilise au quotidien. Donc en fait, c'est aussi qu'ils ont changé le modèle. C'est qu'au lieu de faire un all-in énergétique pour créer un modèle, en fait, il y a des technos qu'on ne voit pas qui servent en permanence. Donc ça permet aussi de faire de l'économie d'énergie, de tokens, etc. Et l'inférence, là où elle croît exponentiellement, ce n'est pas juste les humains qui adoptent, mais il y a aussi les agents. Oui. Donc les agents qui
qui naissent en fait au fur et à mesure, eux aussi en fait vont lancer des tâches auprès d'autres agents. Aussi, ouais. Donc c'est de l'inférence aussi. Et donc face à ça, il y a une problématique, c'est qu'à un moment, en termes de croissance, les infrastructures vont être limitées. Il y a déjà ça. Microsoft a fait une annonce là-dessus, d'ailleurs, on en reparlera plus tard. Il y a un coût, et il y a un coût à l'énergie aussi. Il y a un coût d'investissement pour les infrastructures, mais il y a un coût à l'énergie qui est de plus en plus important, et de plus en plus de pays commencent à râler parce que ça devient stratégique pour les pays. La guerre de l'IA, en fait, ça a été expliqué fréquemment aujourd'hui, en tout cas dans les cercles politiques, etc., qui ont commencé à le comprendre. La guerre de l'IA, c'est pas la guerre du meilleur modèle. La guerre de l'IA, c'est la guerre de celui qui a la main sur la prise électrique. Parce que, comme tu le dis, d'ici quelques années, la capacité énergétique qu'on va pouvoir dédier à autre chose que l'espèce humaine, il n'y en aura plus avant la fin de la décennie. La vitesse à laquelle on construit la production énergétique est plus lente que la nécessité des data centers. Donc, introduction un peu longue, mais volontaire. Du coup, le constat derrière, c'est que ça va augmenter les coûts d'utilisation. Et donc, le partenariat entre NVIDIA et les constructeurs, c'est de faire en sorte d'avoir des puces suffisamment puissantes comme Apple, mais dans l'écosystème Windows cette fois-ci, pour exécuter des modèles en local. Donc, ils ont fait pas mal de démos. Une qui est très intéressante. Donc, c'est la Surface. Alors, le produit côté Microsoft s'appelle le Surface Ultra. Normal. Donc, qui sortira à l'automne. Qui est plutôt un laptop type pro ou grand public. Qui se met sur le plus pro, mais pro dans le sens MacBook Pro. Oui. Donc, un peu premium. Ouais. Voilà. Oui, pas mal de puissance, donc très cher. Donc, en gros, tu n'as aucune raison. Pour les créateurs et les développeurs, essentiellement, là, à ce stade-là. Donc, il y a une démo qui ont été annoncées très intéressante. Déjà, un écosystème, une configuration Windows 11 spéciale pour les développeurs pour justement travailler dans cet environnement-là. Avec le petit clin d'œil qu'on avait, c'est on peut enfin nativement dans les paramètres mettre la barre Windows sur la gauche et choisir où est-ce qu'on le met. Alors ça paraît bête, mais c'est option souvent... qui a disparu depuis Windows 11. C'est ça, exactement. On pouvait le faire avant. Et les développeurs, on avait tendance à ne... Enfin, la barre, elle était rarement en bas, quoi. Voilà. Et du coup, la démo qu'ils ont montré vraiment d'application concrète, c'est la partie GitHub CLI. Donc, c'est GitHub Copilot qui peut être exécuté dans un terminal, sauf qu'avant, il fallait utiliser du coup le modèle qui était mis à disposition par ton entreprise par le biais d'Azure. Maintenant, tu peux choisir le modèle et l'exécuter localement. Et on ne parle pas de petits modèles, là, on parle de LLM. Et donc là, l'exemple, elle disait qu'elle avait, dans sa fenêtre, consommé 3,4 millions de tokens. Donc là, on commence à parler de... En local. En local. Ouais, exactement. Donc sans connexion Internet, ça peut très bien marcher. Et donc ça, c'est impressionnant. Et ça, c'est une des applications dans lesquelles ils ont parlé et qui va évoluer. On en Alors, saura vous plus. avez vu peut-être rapidement à l'écran sur le screenshot d'avant un petit mot qui traînait qui s'appelait Open Cloud en orange, si je dis pas de bêtises, à l'écran. On en parlera peut-être après, mais je veux pas m'avancer. Toujours est-il que c'est intéressant, c'est que ça va du coup, ça fait vraiment suite à l'introduction de Nadella qui disait il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas tourner 1 milliard de small language model ou LLM même local parce que avec les nouvelles infrastructures hardware, on doit pouvoir le faire. Donc une partie des devs que l'on est censé faire, et d'où ce côté DevBox complètement intégré dans Windows, donc écosystème, un Windows optimisé dev, mais en local, pour faire plus localement. Ouais. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a Microsoft, Lenovo, HP, Dell, Asus qui ont signé un partenariat. Oui. Et derrière ça, on a eu du coup les annonces, l'arrivée, je ne pense pas qu'on l'a en image, mais de Jensen, du coup. Jensen Huang, qui est le PDG de NVIDIA. C'est le gros patron d'NVIDIA qui est invité par tous les grands politiques. Qui venait, mais du coup, ça faisait écho à une ancienne conférence qui était de dire, voilà, on a réinventé aujourd'hui le PC avec Microsoft, on travaille depuis longtemps, on a enfin des nouvelles puces qui combinent tout, si j'ai bien compris, CPU, GPU, NPU, à la Apple, voilà, exactement, et du coup, qui vont permettre de faire à peu près tout ce qu'on a besoin. Une infra IA locale. Une infra IA locale, donc d'où retenez cette phrase, la volonté de faire de votre PC un petit data center local. C'est à peu près l'image qu'il faut en avoir sur l'annonce. Mais oui, c'est l'exemple qui donne, je crois, à un moment au début, quand il dit, avec les nouveautés matérielles qu'a présenté NVIDIA et tout ce qui arrive, en fait, il a dit, c'est que la puissance dans ce qu'a sorti, je crois que tu vas en parler tout à l'heure, du matériel NVIDIA qui est sorti, là, le RTX... Spark, mais du coup, le nom de la plateforme, c'est RTX Spark. Voilà.
Et que la puissance d'un RTX Spark dans un ordinateur, il a dit, c'est l'équivalent de la puissance. Pétaflop. Voilà, et il a dit, c'est l'équivalent de la puissance qui a servi à créer des modèles comme ChatGPT 2, 2.5, etc. Ouais. Donc il dit aujourd'hui, waouh quoi. Enfin aujourd'hui, il y a encore quelques, il y a 3 ans. 3 ans, 3-4 ans en arrière. Il y a 4 ans en arrière, on a aujourd'hui dans un ordinateur portable de taille, tout ce qui est le plus normal, le data center qui a servi à lancer l'ère de l'IA. Tout à fait. C'est incroyable. Voilà. Pour moi, c'est une convergence des deux. En fait, d'un côté, tu as des modèles qui sont de plus en plus optimisés, qui permettent justement d'être utilisés sur des machines en edge. Et puis derrière, des machines matérielles de plus en plus puissantes. Donc, Alors, du coup, il faut comprendre que pendant la keynote, cette partie a pris beaucoup de place. Oui. On a eu presque 3 quarts d'heure mais c'est une vraie vision, sur la là, vision. c'est une vraie Alors, vision. on vous passe un peu, et peut-être qu'on reviendra sur les prochains épisodes, sur les parties un peu plus spécifiques, des détaillés, mais il y a eu vraiment le côté, la nouvelle surface, Beaucoup présentation d'hardware. produit, les nouvelles puces, l'arrivée de Jensen, discussion sur pourquoi ça change tout, etc. Ça avait été teasé par Nvidia, mais c'était vraiment l'ouverture en termes de grosses annonces. C'est les nouveaux PC. Alors on n'est plus sur le Surface plus Copilot de l'époque. Il n'a pas dit Copilot. Il a dit Windows Developer. Exactement. Donc ça, c'était le premier sujet, première intro, très hardware, très produit grand public. Plus de news en automne. Plus de news, etc. Deuxième sujet sur lequel on a enchaîné, et là, ça nous a pas mal surpris. Je m'y attendais pas. Du coup, on a parlé d'un certain projet Solara. Alors, qu'est-ce que le projet Solara ? On a eu Steven Batchish, si je dis pas de bêtises, qui est intervenu. Je ne sais plus qui il est sur la partie produit, on pourra vérifier en parallèle. L'un d'entre vous veut prendre le point. Mais globalement, il est venu nous présenter un écosystème de produits hardware. C'est ça. IoT. En fait, c'est ça. En fait, le postulat de base, il était très intéressant, je trouvais. Il disait, en fait, les applications en tant que telles, elles évoluent en fait avec l'IA, parce qu'on n'utilise pas l'IA que dans les applications, mais l'IA peut utiliser les applications en dehors. Enfin, c'est une autre manière d'interagir. Et du coup, il y a des concepts, ils ont dit, en fait, demain, ça serait quoi le device pour ? Voilà, next step. Ouais. Et du coup, quand on voit les petits logos là sur l'écran, on reconnaît plein de petits trucs, des lunettes et autres. Donc, en fait, ils s'engouffrent dans le marché que Meta a investi il y a quelques années, avec notamment les lunettes, mais aussi Google, avec sa plateforme Android XR. Tout à fait. Des sociétés comme, un peu moins connues comme Rabbit, qui avait sorti un Air One, qui avait floppé. Mais l'idée, c'est d'avoir un appareil qui soit un peu différent de son smartphone et qui soit pensé IA agent. Donc en fait, j'interagis avec une armée d'agents et en fait, je m'en fiche un petit peu de l'interface que j'ai en face de moi parce que elle s'adaptera à mon besoin. Et donc la vision de Microsoft, elle est intéressante parce qu'ils l'ont partagée en 3 points. C'est penser pour l'entreprise, donc pas grand public comme les autres plateformes. C'est de lui, donc une interface utilisateur qui s'adapte en fonction du contexte. Donc, il n'y a pas d'interface qui sont développées, c'est l'agent qui décide quelle interface il affiche. Et ensuite, c'est l'entreprise qui apporte les agents qu'elle souhaite mettre en avant. Ça peut être du Copilot, du GitHub, du Copilot Dragon. Donc, il y avait tout un tas d'icônes. Et ils ont présenté 2 prototypes de produits. D'ailleurs, prototype ou pas. Parce plutôt que abouti, prototype encore, mais ça a l'air d'être. C'est super abouti. C'est pas vendu comme. Ils ont dit prototype. Mais ils ont dit early preview, early product. Oui. Mais c'est très abouti. On va le voir, oui. Je pense qu'on a tous envie de lâcher. Du coup, il y a les 2 mots. produits. Il y a le Solara qui ressemble beaucoup à une Alexa. Alexa ou Google. On le voit à l'écran sur la partie gauche. C'est un Echo en fait. C'est comme un Echo. C'est un Echo Amazon, mais avec un écran. Avec un vrai écran, parce que tu as des échos avec l'écran aussi. Ça ne parle pas le Echo. Avec Alexa Plus, maintenant, tu as l'écran. Mais... On dirait une vraie quand je l'ai vu au tablette. début, j'ai eu l'impression de voir un radio réveil moderne. Mais Google fait la même chose, mais du coup. Mais c'est très ressemblant, effectivement. C'est un produit assez standard, comme ce que fait Amazon et tout, mais du coup, à la voix, j'interagis avec mes différents agents qui exécutent des tâches professionnelles. Et donc, boosté. il l'imagine comme à côté de chaque bureau de personne, avoir son assistant connecté à son PC. Et on le voit, il y a des petites icônes. Il y a Copilot, Copilot Studio, GitHub, Copilot. Edge et GitHub Copilot. En petites icônes sur l'écran. Mais surtout, on le voyait, comme tu dis, sur une des vidéos. À côté du PC. T'arrives à côté de ton PC, donc apparemment, il y a un détecteur de mouvement, d'approche ou de vidéo. Du coup, il se connecte, il t'affiche ton agenda, tes réunions, il te les lance. Limite, donc tu lances pas ton PC, c'est lui qui s'en occupe. Donc, assez cool, ouais. C'est marqué concept, tu as raison. Desk concept. Mais le truc qui m'a le plus surpris,
c'est le card concept, employee card concept. Ouais, le C'est ce qu'on device. voit sur la droite. Alors lui, il est incroyable parce que il y a des sociétés comme Rabbit qui avaient essayé de faire un petit device comme ça qui a un peu floppé avec un petit écran tactile, une caméra. Là, c'est un besoin que toutes les entreprises ont, c'est le badge d'identité de l'employé. Donc là-dedans, la fonction première, c'est d'afficher l'identité de la personne et de pouvoir accéder au badger, logo. quoi. Badger, le Voilà. badge. Sauf que derrière, il y a un appareil photo, micro pour donner des instructions, avoir le contexte professionnel ou autre. Donc là, ils avaient donné un exemple par rapport à la médecine. Alors, par rapport à la médecine, notamment, par exemple, l'infirmière qui a Dragon, besoin d'avoir Copilot Dragon, l'infirmière, enfin, il y a un exemple infirmière, je ne sais plus, mais Docteur, ou de médecin, et comment faire du transcript live, par exemple, temps aussi avec du patient. Donc, il y a eu quelques métiers illustrés plutôt terrain, industrie, santé, et notamment, je le vois là, sur quelques screens qu'on a, on voit qu'il y a un menu de navigation que l'on peut retrouver, où on voit Researcher, Copilot, Analyst, Sales, Explore More Agent, une petite icône pour prendre des photos, une icône pour la voix, et tout ça dans un badge, encore une fois. C'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est la démo qu'il a fait, où finalement, donc Steve, c'est le VP du coup Windows et Surface. Ok, donc le nouveau qui voilà. remplace Panos Panera, Peut-être. certainement. Ou alors l'autre ne le sait pas encore. Il est parti chez Amazon, c'est bon. Et donc du coup, il fait sa démo, on voit son ID, et après, il fait quelque chose, il filme avec la petite carte qu'il a, l'assemblée, et il demande à Copilot de prendre les principaux clichés les plus intéressants qu'il trouve. Donc là, en gros, en live, on voit l'AI, le modèle embarqué, Copilot, qui lui propose une sélection de modèles de ce qu'il voit, qui est le plus pertinent, en gros, dans l'assemblée. Donc démonstration live d'un espèce de mix. On s'y attendait pas du tout, parce que comme tu le dis, beaucoup de startups en ce moment qui vont sur ces concepts-là, les badges avec de l'AI embarqué et tout. Là, venant de Microsoft, on le voyait pas venir comme ça, et pourtant, tout ce qui est workforce, business, aller chercher ce qu'on appelle dans l'entreprise l'école bleue, les personnes qui sont sur le terrain, qui sont souvent déconnectées, qui n'ont pas accès notamment, on a toujours des licences M365 un peu adaptées, mais on sait que c'est pas il y a beaucoup de métiers qu'on touche pas avec du digital et la nouveauté. Le mettre dans le badge employé, booster à l'AI, c'est du concept, mais il y a un concept. Mais surtout, c'est que en fait, quand tu as parlé des sociétés qui ont floppé en essayant de faire la même chose, moi je me rappelle des feedbacks ou des tests. Les gens s'acharnaient pas sur le matériel, en fait, même si le matériel, je pense, qu'il était plus ou moins discutable pour certains. Le soft, mais tout le monde te disait, ok, c'est cool comme matos, mais le problème, c'est qu'ils y allaient avec leur techno informatique et leur techno IA à eux, qui était peut-être, je pense, présomptueux, en tout cas à l'époque où c'était fait. On le voit aujourd'hui, provider d'IA, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que là, ils ont toutes les cartes de leur côté, c'est qu'ils ont tous les services. Il y avait aussi un use case intéressant, mine de rien, qui est plus terre à terre, qu'ils ont montré dans une des vidéos, je crois. C'est l'agent de sécurité qui contrôle ton badge. Mais mine de rien, dans la vraie vie, pour contrôler le badge de quelqu'un, c'est soit juste ça dit oui ou non. Voilà. Ou il faut que tu te connectes à un ordi ou machin. Là, on voit le gars, hop, il s'approche du badge, il scanne. Mais moi, je vois l'empreinte. Voilà, et puis je vois des usages super cool. T'es nouveau dans une entreprise, t'arrives, les gens, ils approchent le badge du tien, comme ça, il fait « Ah, on est contact. » Ou qui est ton manager, ta salle de réunion, où est-ce qu'elle est. Voilà, t'échanges tes informations. Le côté dynamique est intéressant. Je suis perdu, ou alors, qui tu es, on s'approche les badges, on fait hop, et on se présente, on s'échange les infos pour se recontacter. Je suis perdu dans l'entreprise qui arrive souvent dans les grandes sociétés. Moi, j'ai paumé mes clés. Ouais, exactement. Non, mais là, il va faire Kevin, tes clés, Kevin, tes clés. Dès que tu te Moi, lèves. ce que je trouve dans cette expérience-là, je sais pas si vous vous souvenez de l'HoloLens. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser un peu à ça. C'est-à-dire, bon, après, évidemment, les devices sont pas les mêmes, quoique on aperçoit des lunettes, donc on se dit que ça peut aussi être dans ce type de device. Mais à une époque, il y avait ça, parce que si tu vas du concept là, tu pourrais l'avoir autour du cou. Il filme ce que tu vois Clairement. et il commente en temps réel plutôt que d'avoir des lunettes. Non, mais c'est ce que veut mettre en place OpenAI, avec leur device qui veut concurrencer l'iPhone, c'est d'avoir un truc autour du cou et qui va analyser ton. Bon, donc je pense que les concurrents sont aussi là-dessus. Et après, là, l'avantage de la force de Microsoft, c'est le soft. C'est les premiers et c'est les seuls à s'annoncer côté pro. Et surtout, c'est ça. Et ils sont très orientés pro. Les autres sont peut-être attention, plutôt. On parle pas d'un modèle grand public. C'est présenté comme du matériel pour l'entreprise. Et d'où le côté santé. Il y avait 4 cas d'usage qui étaient présentés patient check-in, documentation, vital capture et vérification et médecine management. Sur la partie santé, donc ils imaginent déjà ce que ça pourrait faire avec le personnel de santé. C'est la bonne idée. Et du coup, donc
Grosse annonce. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, c'est la mise en avant d'un autre partenaire. Nvidia avait un peu pris le devant de la scène sur cette keynote, du coup. Donc, on s'était dit, ça y est, c'est full Nvidia, etc. Ça, c'est partenariat avec Qualcomm, et notamment. Mediatek. Et Mediatek. Et pour le Mediatek qui device, fait le device desktop, c'est du ça. coup. Donc, Que le ce sont petit appareil, deux ouais. équipementiers de puces, mais ils sont très connus pour le monde du smartphone parce que c'est très très faible consommation. Et On du parle coup, de 5 le device, alors je sais pas si c'est le nom, mais il était présenté à un moment comme Hello for Business. Oui. Il a été appelé comme ça dans Ok. la Je n'ai présentation. pas fait Et attention. il disait qu'il était grounded with Work IQ. Donc forcément, il est connecté avec ton Logique. écosystème. Quand tu lui parles, il sait tout ce sur quoi tu travailles, des réunions à venir, etc. pour être plus pertinent. Donc ça fait penser aussi en desktop un peu aux petits devices qu'on a des fois dans les surfaces, c'est ça. les devices surfaces qu'on a dans les salles de réunion, mais Ouais. là, par personne, plutôt pour l'avoir en mode Individualisé. télétravail. Puis avec de l'intelligence. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a le côté un peu extension télétravail tel que c'est présenté dans les vidéos. Je l'ai à la maison, une extension de mon bureau un peu intelligente. Est-ce qu'il va vibrer quand je suis en retard pour une réunion? J'espère qu'il a une bonne Mais batterie. du coup, Mais il y a un côté assistante, Et en c'est moi fait. qui Il y a dis un ça. côté assistante. mais en fait, ce que j'aime bien avec ce concept, c'est que tu sais que vu que c'est pour du pro, ça peut marcher. Parce que ce que j'aime pas avec certaines entreprises dont tu as cité les concepts, eux, c'était pour le grand public. J'ai envie de dire à ces gens, sortez de votre piscine, allez dans le métro. Moi, je me balade pas avec un produit à 3000 $ autour du cou dans le métro parisien. Ah bon, on sait pas combien ça Non, va mais coûter ce enfin, truc-là. je veux dire, au bout d'un moment, revenons dans le monde réel. Autant ce badge-là, bien sûr, en Un entreprise. badge dans ton Voilà. sac, ça vite fait de passer. En Oui, fait. mais en entreprise, très bien. Mais voilà, quand ils veulent faire la même chose, les constructeurs qui Ah veulent oui, faire en la grand même public. techno, dans le grand public, je dis juste, mais regardez ce que c'est qu'un métro. Non, en fait. Moi, non. Oui, et puis, Je me le balade pas avec autour du cou dans le métro, quoi. puis peut-être toute la problématique aujourd'hui d'équiper tu vois, des milliers de salariés avec des mobiles en se disant il faut qu'ils aient des apps. Ou Donc du on prend, BYD, des flottes. tout, ouais. Ouais, soit BYD, soit des flottes mobiles. Là, le badge, il y a un compromis. Alors, il faudra voir le prix, il faudra voir si ça sort. On est Et- sur de l'annonce, on vous le et- dit, on vous le et un rappelle, truc ça vient important, d'être le hack. annoncé. Ton smartphone, même s'il est pro et même s'il est enregistré, tu peux te faire hacker. Un mail, une connerie, boum, tu te fais hacker, tu perds des données, etc. Et voilà. Oui, il y a tout le là, sujet là du- le truc, a priori, c'est un Tu device limites. qui est complètement Tu limites le fermé. cadre. Et voilà, t'évites le. Donc franchement, la porte. bonne surprise. Je Non, m'attendais super. pas du tout à ce truc-là. Et Oui, franchement, je suis hypé. Ouais, J'aimerais bien avoir le badge. Ouais, j'aimerais bien essayer de tester. Et ça, j'arrange. Les deux, en tout cas. Les deux, le très bien. Après, Ah, donc pour nos ça nouveaux locaux, le badge, l'ordi et tout, la totale, quoi. Donc ça a été donc, les grosses annonces, du coup, et c'est presque une heure de conférence là-dessus. Ah Alors, ouais, au bout d'une heure, à on se fond regardait en mode... il n'y a que du Oh, hardware. nous, Voilà, c'est- on vit Ils les n'ont pas dit autres- Copilot. on vit C'est les ça. autres produits, façon, etc. Et comme on disait, au bout d'une heure et demie, on s'est fait la remarque. je Copilot dis, Studio. ils n'ont pas dit Copilot M365 une fois. Et le pire, Il y a eu un peu de GitHub Copilot, mais ils n'ont pas dit ni Copilot Studio, ni Rien. Fabric. Pour plateau. Rien. Une heure et demie, enfin 3/4 d'heure quasiment, sans rien. Une heure de hardware, des Une heure nouveaux de hard- devices. Donc à un moment, ils expliquaient fou. que le but du device, Ah, c'est mais- de passer d'un positionnement, donc c'est vraiment une nouvelle expérience, agent first, et trouver des nouvelles formes finalement pour D'interaction. l'agentique. Mm. Donc aller notamment Ouais. vers l'outside. Il montrait un peu comment il passe d'un copilot, donc, ce que je vais avoir dans le PC, à l'intérieur du PC et à l'extérieur. Mm. Et du coup, là, la volonté de construire un écosystème. Pourquoi pas? Et puis la dinguerie, c'est que la prochaine news qu'on va montrer, ils ont réussi à la faire sans dire Copilot, ce qui est encore plus impressionnant. Alors là, Dans la prochaine, Nico. là, il dit ça Romain, comme si on était bien organisé. Ah ouais Moi, Ah oui, t'as déjà vu le. moi, j'ai déjà vu la prochaine image qui va apparaître. Parce que et, d'habitude, on fait un sommaire, Romain on va est tout un peu nous dire. préparé. Là, quand on sort de 2h30 de keynote, on a au donné taquet, là. toutes nos screenshots en vrac à Antoine. Ouais, là. On a dit, mets-les juste dans l'ordre et on verra. On a tout donné, là. Ouais, Ouais, on a tout franchement. Ah, mais là, je suis à fond, là, parce qu'à l'habitude, on fait ça à midi, j'ai mangé, je m'endors. Non, mais moi, je suis un animal nocturne, là, je suis à fond, là. C'est le démarrage de la journée chez Romain. Alors, on va passer en effet à la news suivante. Et peut-être que Romain, Romain, du du coup. coup, tu veux nous l'annoncer. Ah oui, alors oui, surtout qu'en plus, je vais faire la grosse controverse dessus, mais bon, c'est pour ça que vous m'aimez. Donc oui, aujourd'hui, on a l'IQ, donc pour rappel, c'est la couche de Microsoft qui mettent pour passer du modèle, une IA fait ce qu'on appelle des recherches sémantiques, donc qui va au-delà de Google à la base, globalement, c'était une recherche textuelle, on cherchait un mot ou des suites de mots. Ensuite, le sémantique, c'était rajouter la notion du sens
Donc voilà, avant tu dis je cherche chef de projet dans un document, ça c'est du texte, s'il écrit digital manager ou je sais pas quoi, il le trouve pas. Le sémantique, il va savoir que les deux ça marche. Et donc l'IQ, on rajoute une notion pour la fortement vulgarisée qu'on appelle un peu l'ontologie, c'est-à-dire qu'il va commencer à mettre le contexte de qui tu es et le contexte de l'entreprise, pas seulement lier les infos entre elles comme le Microsoft Graph le fait, mais rajouter donc IQ, il rajoute de l'intelligence, d'où IQ. Oh. Vraiment, Microsoft, il nomme bien les produits en ce moment. Et globalement, cette intelligence, ils ont commencé à la mettre dans la partie Copilot avec WorkIQ. Donc là, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. En compréhension de ton contexte. Exactement. Donc, il comprend que le même mot n'a pas le même sens dans l'industrie, dans la médecine, dans une... par exemple, en informatique, quand moi je parle d'architecture, il comprend que c'est pas le même sens que l'architecture en BTP. Oui, et puis Romain, WorkIQ, même pour le présenter différemment, c'est... quand j'interroge un agent, il peut consulter cette couche d'intelligence. C'est tout ce sur quoi je travaille aujourd'hui, que j'ai donné à Copilot et que j'ai via le graphe, constitue une base de connaissances pour expliquer le pourquoi de ma demande. Donc ça va loin. Et donc, du coup, cette logique, elle s'est appliquée donc, à l'écosystème M365 sous nom WorkIQ. Et ils ont fait la même logique dans la data avec Fabric, dans l'IA avec Foundry IQ. En fait, il y a eu IQ un peu partout. Mais il y a un endroit qu'on pensait inatteignable pour cette notion, parce que ce n'était plus un océan, c'était un univers tellement que c'était grand à l'échelle de l'humanité, le web. Et là, on a, attention les yeux, Web IQ. Web IQ. Voilà. Ils ont réussi à faire tout ce que j'ai raconté là. Le premier qui dit c'est Bing. Non, il sort. Ça fait Bing. Voilà, ça fera Bing et Bong. Ce n'est pas Bing. Ce n'est pas Bing Search. C'est un Bing Bang. Non, c'est ça Web n'a IQ. rien à C'est voir. Bing IQ. Voilà. C'est Bing IQ. C'est ça. Non, justement, c'est Web IQ. Et jusqu'à présent, on parlait de volume de données qui pouvait être raisonnable. Hein. L'intégralité de vos données professionnelles. Si vous avez 20 ans d'ancienneté dans une entreprise, ça fait déjà beaucoup. Là, on parle de tout le web en mode IQ. Enfin, c'est juste... Voilà, enfin, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé là? Et voilà, donc, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé avant que je donne mon vrai avis là-dessus? Bah écoute, moi quand je vois la doc là, ils disent 5 éléments. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans le deuxième élément, au-delà de informations validées en se basant sur des benchmarks type Deep Search QA, moi c'est la garantie que c'est en dessous de la seconde en termes de latence pour retourner l'information. Ils disent 164 millisecondes de latence et MCP natif. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'aujourd'hui ils vont sélectionner les sites qui répondent à ces critères-là. Ils ont groundé tout le web. Ouais, alors après, mais bon, on a un avis un peu partagé là-dessus. C'est ça. Après, moi, sur le côté, après, je vais faire un positif. On peut encore débattre, hein, c'est le but. Ouais, moi, vers un moitié plein. On laisse d'abord Kevin. Vers un moitié plein, comme d'habitude. C'est plus qualitatif pour moi et ça te mettra du contenu plus qualitatif. Ça change pas vraiment de ce que fait Google, sauf que Google, aujourd'hui, eux, tu le finances. Tu payes pour être référencé correctement ou tu as toute la logique SEO. Là, pour moi, c'est une autre logique un peu dans ce même type-là, mais à l'ère de l'IA générative. Mais quelle logique? Parce que là, tu es sur une logique commerciale. Là, tu es sur quel type de logique pour être mis en avant? J'ai envie de croire que c'est basé sur du benchmark et du coup objectif. J'ai envie de croire ça. Moi, sans même rentrer dans ce débat, même sur un Google ou n'importe... On dit sur Google, un moteur de recherche. Ok, tu peux payer pour être mis en avant, mais la page, la structure même de l'idée du moteur de recherche, c'est il y a X résultats devant mes yeux. Oui. Même s'il y en a un qui a payé pour être dans les 3 premiers, même si les 3 premiers ont payé, et qu'ensuite j'ai les 7 suivants, j'ai un bouton Next, etc. L'IA, on se cantonne tous, on a pris le réflexe. Moi, le premier, j'en utilise tous les jours. On voit la réponse et je vois les sources utilisées. Mais je vois, ok. Moi, jusqu'à présent, j'étais très open, très à fond là-dessus. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est une sélection de sites monumentale. Hein. Ils n'ont pas sélectionné 3 sites qu'ils ont décidé qui étaient bien. Mais ça reste... C'était d'où ma petite vanne, on a atteint l'inatteignable en termes de volume. Non, en fait, ce qu'ils te disent, ils n'ont pas scanné l'intégralité du web. Donc voilà, si demain je crée un site web, je pense qu'il n'est pas dans Web IQ. Ou alors je serais très surpris, et dans ce cas, bon, je vous donne tous une binouse, moins les viewers, ça fera beaucoup. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'inquiète. Ouais. On sait que les IA ont un sujet de déontologie, qu'une IA conçue a forcément le biais culturel de son concepteur. Ça, c'est prouvé, c'est même pas une affirmation complotiste, c'est prouvé. Moi, du coup, jusqu'à présent, on pouvait se dire, une IA, elle fait des requêtes web qui ont le défaut de
d'appliquer un modèle sémantique ou IQ sur quelque chose qui a été pensé pour la recherche textuelle Pour l'humain. pour l'humain. Donc voilà. Donc forcément, c'est pas bon. D'où je suis complètement pour la notion de Web IQ. Ce qui me dérange, et il faudra qu'on ait plus de news dans le futur, c'est comment ils filtrent les sites web. Ouais, c'est opaque. Ça reste opaque. C'est pas opaque. La news, elle a 1 heure. Elle a 1 heure. Donnons-lui. Il y a déjà un lien sur le produit. J'étais en train d'essayer de le regarder. C'est là, ouais. Ouais, exactement. Donc, il y a une page qui présente WebIQ. C'est vrai que ça parle beaucoup de ses performances. Ce que ça dit bien, c'est que ça couvre l'entièreté du web, et notamment le web open source, etc. Avec une couverture qui couvre plus de 100 langues. Et l'idée, c'est que ça va chercher autant du texte que de l'image. Que de la vidéo. Que de la vidéo. A priori, ils auraient vraiment brandé sur l'ensemble. Bon. Et après, avec des... alors, encore une fois, j'essaye de sur la fraîcheur, la pertinence. Voilà. Un algo spécialisé qui va permettre, globalement, d'avoir quelque chose... Là, sur le papier comme ça, c'est à peu près à jour. Sur le papier, ça fait vraiment rêver maintenant. Sur la théorie, moi, j'étais en mode, je me suis dit, alors, si le vrai principe, c'est... Aujourd'hui, un moteur de recherche, c'est des technologies hyper compliquées pour créer ce qu'on appelle un index. Et en fait, quand on fait une recherche, c'est pas on lit un annuaire, c'est des mathématiques qui cherchent dans ce qu'on appelle un index qui a été pensé pour des moteurs comme Bing ou Google. Comme le Thésaurus à l'époque. Voilà, mais c'est des méga Thésaurus, mais pensés pour du Google ou du Bing. Si la notion de WebIQ, c'est qu'ils ont trouvé une nouvelle technologie pour remplacer ces index prévus pour du texte, je vulgarise parce qu'en fait c'est mieux, mais c'est vraiment pour vulgariser pour tout le monde, et qu'ils ont vraiment pensé à un truc, pensé agent et IA, banco, très bien. C'est-à-dire qu'ils ont juste changé la techno qu'on requête. Moi, quand juste à un moment, ils ont dit sur des sites de confiance, parce qu'ils ont utilisé les mots site de confiance. Et moi, ce mot site de confiance me dérange. Jusqu'à présent, j'ai jamais rien dit, mais là, le lapsus, peut-être que ce n'était qu'un lapsus et qu'en fait, c'est tout Internet, mais ce mot, le site de confiance, m'a beaucoup dérangé personnellement. C'est ce qu'ils ont l'air... c'est marqué à un moment que c'est une combinaison. Alors, c'est le web... traditionnel. traditionnel, mais c'est aussi une combinaison d'API spécialisées, j'imagine journalistiques et autres, qui vont être mis en avant. Et le but est de réduire les tokens, d'améliorer les performances et d'en avoir ce qu'il ne semble de plus pertinent. Alors, ça pose toute la légitimité du web, de qu'est-ce qui est pertinent en information, etc. Ce sera intéressant de voir d'ailleurs. Non, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point, comme à un moment sur Copilot M365, l'arrivée des filtres pour sélectionner les sources que toi tu juges légitimes au niveau de ton entreprise. Normalement, l'entreprise peut faire un choix de dire pour l'entreprise, très bien. On n'autorise que l'AFP, on n'autorise que des infos comme ça, et ça, c'est notre source de vérité, ou tel journal indépendant ou n'importe quoi. Si on a cette capacité à faire ça, voire d'en rajouter, un moment dans le grounding, et c'est pas juste exposé par Microsoft, peut être intéressant. Alors, pour le monde pro, très bien. Par pas contre, de débat, toujours pareil. C'est pour le grand public que ça me dérange. retenir quand même, c'est que ce WebIQ est spécialisé notamment pour les agents. Donc ça va permettre aux agents de mieux comprendre le web. Là où on avait une limite dans la navigation, dans quel contenu était exploité, etc., a priori, cette couche-là permet d'apporter au monde agentique, à un Copilot et autres, une meilleure compréhension du contenu du web, que ce soit texte, l'article, vidéo, image. Entièrement d'accord. Là-dessus, parce que là-dessus, maintenant, pour revenir, pour être plutôt pourquoi j'étais tellement enthousiaste au début, c'est parce que régulièrement, j'ai des agents, dans les agents de base d'entreprise, souvent, on coupe l'accès web pour justement éviter les hallucinations et d'avoir que l'accès intérieur. Mais on travaille aussi sur des agents qui sont là pour faire de la veille, pour faire de la recherche d'informations, pour croiser en fait des informations que tu connais à l'intérieur avec des informations publiques, et c'est pas toujours très ouf. Voilà. Et donc, c'est vrai que, surtout, plus le site est complexe et spécialisé, plus... C'est pas un problème pour l'agent de lire la page web compliquée. Un agent, ça sait lire aujourd'hui des données très complexes. C'est de trouver la bonne page, le bon site avec la bonne information. Donc, c'est le trouver qui est compliqué. Et donc là, par contre, si on revient au monde professionnel... D'où mon excitation au début. WebIQ, super produit pro. L'usage pro va être top. Et voilà, moi, le seul truc qui me dérange, c'est la partie grand public. Non, mais alors, au contraire, deux choses, Romain. J'aime bien que tu te rappelles que ce soit pour les pros, parce que c'est comme ça que c'est présenté. C'est marqué pour les développeurs. Donc, ça va être une API qu'on appelle pour du contenu applicatif en entreprise. Et du coup, ce qui me rassure dans l'annonce, c'est que si Microsoft sort ça pour l'entreprise, on peut en attendre qu'il y ait un moment tous ces mécanismes de vérification de l'authenticité ou de choix des sources qui sont importants.
Ah, on a le comeback de la toute Kevin. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Après bleu. Exactement. Non, mais c'est WebIQ qui m'émeut. Exactement. Donc en tout cas, voilà, c'est sur demande en privé. Je vois que Kevin, et c'est peut-être ça qui l'a bloqué, était en train de join the waitlist, donc d'essayer de s'inscrire à la version privée. Donc ce n'est pas disponible pour le moment. Oui, On le rappelle, on a un petit graphe qui le présente. Donc maintenant, l'écosystème IQ qui est censé être une couche que l'on peut interroger. Vous voyez ça, on a des API pour interroger chaque IQ aujourd'hui. Ce sont des bases de connaissances de l'entreprise, soit constituées sur mesure, comme Fabric et Foundry, soit qui sont constituées de vos interactions régulières, comme WorkIQ. On a maintenant le web qui devient cette nouvelle source exploitable. Donc on imagine demain, et c'est la démo qui a été faite. D'ailleurs, on a une démo complète dans Foundry IQ, de faire du RAG sur l'ensemble de ces couches. On a eu un scénario de bout en bout. Il montre comment, je ne sais plus pour quel scénario, on peut interroger un peu d'ontologie dans Fabric, aller chercher des infos du web en temps réel, aller chercher ma base de connaissances Foundry, et finalement, on apporte une réponse pertinente à l'utilisateur parce qu'on a mis en place les 4 stacks. C'est ça. Du coup. Et ces 4 stacks, en plus, alors c'était pas annoncé aujourd'hui, c'est déjà sorti en preview depuis un moment, mais IQ va tellement plus loin. Ça, c'est les 4 stacks majeurs. Mais on a des sous-stacks. Par exemple, moi, côté Power Platform, on est du SharePoint IQ, j'ai du Calendar IQ, j'ai du Mail IQ, j'ai du Word IQ. Enfin, il y a de l'IQ pour tout, en fait. Il y a la déclinaison. Et il y a une déclinaison pour tout. Et ça, pour le côté pro et dev, le dev, il n'est pas obligé de prendre je prends tout ou rien. Nous, c'est plutôt, comme toujours la logique, on vise que ce qu'on a besoin. J'ai besoin de faire de l'IQ sur des agendas. Je prends mail, je prends l'agenda IQ. Que sur des mails, je prends que mail IQ. Et donc ça aussi, c'est qu'il y a une déclinaison, comme tu l'as dit, développeur, où on prend que la brique qu'on a besoin. Et donc en effet, moi, maintenant, si on reprend la casquette pro, un web IQ, si je revois beaucoup de projets que j'ai fait les 12 derniers mois, j'aurais été bien content d'avoir un web IQ au lieu la petite information qui manque. Là, on le voit dans la démo, je l'avais sous les yeux, là, il pose la question, par exemple, quels sont les taux moyens de l'électricité résidentielle à San Francisco comparé à l'ensemble des États-Unis sur 2026, en moyenne. Ça, c'est une info. Si on en a besoin dans le cadre d'un agent qu'on développe, il y a besoin de se comparer au marché et des choses comme ça. Ouais. La source officielle, là, il va interroger WebIQ, formater une réponse, et du coup, il va pouvoir générer des citations un peu formatées pour montrer que ça, c'est une citation, des choses comme ça. On sent qu'il y a un vrai travail sur l'expérience web. Ou même le plus simple, quand moi je pose des questions techniques à un agent, combien de fois je le vois dans les sources de référence, il me sort des blogs obscurs pour justifier des réponses. Alors qu'ils ne priorisent pas les sources officielles. Les news, et donc là, du coup, c'est pour ça, je faisais un peu l'avocat du diable pendant les premières minutes. Non, mais tu as raison. Mais moi, parfois, ça m'épuise quand je regarde les sources de mes agents, de voir, mais c'est quoi ce site, c'est quoi ce blog obscur, qui peut être très bien parfois un blog obscur. Moi-même, j'en ai un, je pense que mon blog à moi est obscur. Mais je me dis, moi, j'ai le capital confiance, il est limité quand même. J'ai un gars dans un blog qui me dit c'est comme ça, et à côté, j'ai tous les sources officielles qui me disent l'inverse. Et le problème, c'est que si l'agent il le priorise... Et ça reprend tout le débat qu'on a aujourd'hui sur la fin du SEO, qui n'est pas adapté à ce que les agents puissent retrouver les bons contenus, parce que il suffit qu'on mette dans les métadatas je suis le meilleur blog du monde, que aujourd'hui, quand ChatGPT va le crawler, c'est ce qui se passe. Il y a des tests réels qui sont prouvés. C'est ce qui va ressortir malgré le meilleur SEO du monde. Donc aujourd'hui, on parle de GEO, Generative Engine Optimization, comment son site, on l'adapte pour être référencé par ces nouveaux agents, type ChatGPT et autres. Et du coup, là, voilà, l'enjeu de la mise en format pour les agents et à la fois du respect de qu'est-ce qui est la meilleure source, la plus adaptée, etc. Peut-être que Microsoft nous apporte une solution. On va passer au sujet suivant. Alors, les annonces se sont vraiment enchaînées. Et pourtant, il y a de l'évolution et on reste toujours un petit peu... Donc, WebIQ, c'est ce qui nous a fait revenir en mode les fameux IQ et Copilot sont toujours là. Et puis, il y a du software un peu. Exactement, il y a du software un peu. Et on revient sur une partie soft, mais on revient sur du hardware, sur comment les agents vont transformer notre desktop tout automatisé de bout en bout. Et c'est d'ailleurs, il y avait une petite phrase, alors je me l'étais notée, de Jensen, le patron d'NVIDIA, qui avait dit, après à son intervention avec Satya Nadella, il avait dit quelque chose du genre « Mon PC devient mon assistant » ou quelque chose comme ça, où c'était... je regarde, qu'est-ce qu'il avait dit, ça m'avait fait rire parce qu'il y avait un peu de punchline. Qu'est-ce que je vais retrouver, voilà. My PC became my assistant, my personal AI. Donc il y a cette volonté que le PC travaille pour nous.
C'est un peu ça qui était le signal de départ. Ouais. Et dans la foulée, on a l'annonce d'un nouveau partenariat. Et c'est pas du tout ce que... Et non des il est moindres. bon, Antoine, ça suit. Tac, tac. Et non des Et, moindres. y a aucun agent te remplacera, Antoine, je te le promets. Et du coup, on a l'annonce d'un nouveau partenariat avec un petit logo sympa que vous Ouais. connaissez peut-être pour ceux qui suivent un peu l'actualité IA et GenAI. On l'attendait un petit peu parce que depuis le mois de novembre, depuis que l'app est sortie, il me semble un que c'est en sacré- novembre, Ouais, c'est une ça- grosse sacré révolution engouement. sur le web, un engouement incroyable. Il va mettre sa griffe chez C'est Microsoft. l'arrivée du partenariat d'OpenCloud sur Windows. Donc globalement, je rappelle ce petit logo Omar, OpenCloud, c'est quoi ? Ça a été sorti donc par son créateur qui s'appelle Peter Steinberger, qui a d'ailleurs été invité sur scène, en invité exclusif, un peu comme on avait eu OpenAI sur... Sam Altman. Ouais, on le voit même plus, Sam. Un peu comme on avait eu Sam Altman sur les premières grosses keynotes de Copilot. Là, bienvenue. même l'année dernière, l'invité, du coup, ou Elon Musk, on Oui, il y a a eu eu Grok, Musk, etc. Là, l'année dernière. on a eu donc du coup Peter Steinberger qui est arrivé, ou Berger, excuse-moi Stein, je ne sais pas comment on le prononce. Steinberger. Exactement, qui a Qui c'est de chez présenté moi. OpenCloud. Alors OpenCloud a fait beaucoup de bruit sur le marché parce que globalement c'était assez fort. Ça te permettait, en l'installant en local, de faire à peu près tout ce que tu voulais sur ton PC. Tu donnais accès à tout. Ça pouvait ouvrir ta boîte mail, supprimer tous les mails dont tu n'avais pas C'est ça. besoin et lancer tout un tas d'opérations de manière totalement automatisée sur un ton ou plusieurs environnement agents. desktop et tes principales applications à partir du moment où tu lui donnais accès. Donc c'était la vraie promesse agentique du système qui fait tout à ta place. C'était de mémoire open source, si je dis pas de bêtises, quand c'est sorti. Et du coup, beaucoup de personnes se le sont installées pour les routines du quotidien. L'annonce, c'est quoi ? Du coup, c'est l'arrivée d'une application OpenCloud Windows Officiel. officielle, donc validée par Microsoft. Supporté par MS. Et ça, c'est pas rien parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, pour faire peur à un RSSI aujourd'hui et aux responsables Surtout avec infra et sécu OpenCloud, hein. qu'OpenCloud, qui est vraiment le modèle Oh. que l'on voit un gentil qui va partout où on lui va, tu lui dis oh, efface tout ça et il te le fait à ta Vas-y. place. D'ailleurs, au passage, OpenClaw, dans le module de détection de Shadow AI, dans la partie admin Microsoft Agent 365, c'est le premier qui a été mis en place par Microsoft comme étant de la détection de Shadow AI. C'est-à-dire, vous avez de l'OpenClaw, on vient de le détecter. Donc moi, ça m'a fait beaucoup rire, c'est qu'on a l'annonce il y a un mois, détection automatique de la Shadow AI via OpenClaw. Un mois après, OpenClaw, c'est plus un gangster, c'est un membre de la famille maintenant. Exactement. Et du coup, c'est fou en un mois, la petite news là. Et c'est assez fort, en effet. Du coup, donc l'annonce, c'est quoi ? C'est d'avoir, donc on voit une petite app, Antoine, tu l'as montré juste avant, je pense, du coup, qui s'appelle OpenCloud Windows Companion, donc officiel de Microsoft, avec tout le menu à la OpenCloud, donc connexion, session, skills, channel, etc. Je peux, donc là, il y avait une petite démo initialement qui montrait que je fais, qu'est-ce qui faisait un petit suivi en gros de son bien-être, etc., une petite app locale sur mes données, des choses comme ça. Par contre, donc, la grosse révolution, et on n'en attendait pas moins de Microsoft, c'est de rajouter de la sécurité sur tout ça. Donc on a eu une démo qui montrait qu'à un moment, il lui dit essaye de supprimer toutes les fichiers JPEG qui traînent sur mon desktop, globalement. Essaye d'être créatif, etc. Et on voit que OpenCloud échoue, est rejeté. Donc la mission qui est demandée n'est pas acceptée par Windows, du coup. Et donc ce qui a fait dire d'ailleurs au créateur Peter Steinberg, qui était ravi d'être sur scène, forcément 6 mois après, il est sur la keynote de Microsoft, mais il a créé un produit mondialement reconnu, donc pas là par hasard. Par contre, il dit, dans la philosophie que j'avais, quand j'avais créé OpenCloud, le but était d'aller partout, de faire un peu tout, etc. Mais il était ravi de le voir adapté à Windows. Et du coup, Windows rajoutant les couches de sécurité qu'on attendrait d'un outil d'entreprise ou de personal assistant sans casser et effacer la moitié de ses effets personnels sur le PC et autres. Donc plutôt une bonne nouvelle à tester. Et du coup, ma grande question, parce que Romain, tu me l'as évoqué dans le couloir, mais qu'est-ce que va devenir le computer use, Romain ? C'est ça. Non, mais moi, tu noteras que c'est simple, en fait. La réponse, elle est dans le personnage.
Petit complément pour Monsieur Steinberg, qui je pense a un très bon abonnement à la salle de sport. Je pense que c'est ce qui s'est passé en fait. Ils ont dû régler ça dans la cage. Bon, j'ai pas envie de me retrouver tout seul avec lui. Il va m'arracher un bras, le monsieur. Moi, je pense que c'est comme ça qu'ils ont fait parce que déjà, alors faut savoir que Computer Use, qui tournait sur un modèle Microsoft qui était l'équivalent d'OpenClaw, et en plus c'était depuis Copilot Studio, Copilot que tu faisais faire ça. Alors attention, on parle d'il y a 2 ans, mais développé en interne. J'ai pas vu une démo de ce niveau jusque-là. Précurseur, c'était de l'alpha. C'était de l'alpha. Et du coup, quand on veut être plus royaliste que le roi, Microsoft a essayé d'inventer une techno un peu à l'arrache. Ça s'est pas bien passé. V2, ils avaient remplacé le modèle. Use qui était censé te permettre d'opérer sur ton PC. Alors ça opérait, mais en mode agentique. Moi, les vidéos et les démos que j'ai entre autres sur ma chaîne où je montre quelques tours de magie, comme je le dis à la fin de la vidéo. Alors là, je vous le montre 1 minute de vidéo. Dans la vraie vie, je suis en très accéléré. C'est 20 minutes. Donc c'est pas possible. C'était hyper lent. Voilà. Après ça a été remplacé par Claude, qui va beaucoup plus vite. Mais OpenClaw, voilà. Voilà, pas de débat. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des gens côté équipeur Automate, côté Computer Use, qui peuvent se poser des questions, qui sont pas très contents de voir le monsieur arriver. Mais bon, alors, je pense que moi je lui dirais pas en face. Attention, on parle du. Alors on a vu tout à l'heure sur l'invite de commande. Du coup, elle l'appelait. Donc ça sous-entend qu'on pourra l'utiliser en tant que système agentique pour faire des opérations. Là, on parle de l'application Windows, plutôt en mode applicatif, pas dev. J'ai intégré OpenCloud dans une chaîne d'orchestration. Mais on imagine que l'un dans l'autre, avec les avancées qu'il y a et ce qu'on vient de nous présenter, on va pouvoir opérer des choses. Ils ont dit un mot intéressant quand même sur OpenClaw qui, moi, m'a rassuré. Alors, avec tout le débat que j'ai dit, j'étais pas content d'un autre truc avant sur IQ. OpenClaw, ils ont dit, moi, un mot. Il y a eu un lapsus. J'aime bien les lapsus de Microsoft parce que je trouve que on en apprend beaucoup. Ils ont dit le mot sandbox. Moi, je l'ai entendu, le mot. Vous aussi. Tout à fait. Et là, du coup, moi, j'entends OpenClaw, je fais Shadow AI, tout ça. Et après, j'entends Sandbox. Oh! Voilà. Et je trouve super intéressant de ce côté sandbox, même si apparemment, pour l'instant, mais ça, je pense que c'est parce que des devs et techniques, il y a des moyens de sortir de la sandbox et c'est normal, c'est une alpha. Mais il y a sandbox. Et qui dit sandbox. Environnement isolé, et du coup, rollback possible s'il y a des erreurs. Puis ou voilà, des choses comme ça. Ton château de sable, il est protégé, point barre, donc ça se passera très bien. Exactement, tu fais bien de le préciser, ça a été évoqué. Et d'ailleurs, dans l'interface, je crois qu'on le voit dans le menu tout en bas à gauche, c'est marqué Sandbox, avec un petit logo de sécurité. Donc, il y a des sujets d'isolement d'OpenCloud. Par contre, moi, je me pose une vraie question. Tu la vois, la taille des images qu'il a en fond sur ses logos. Est-ce que c'était juste une bonne volonté de leur part qu'on voit qu'il avait des photos en fond, ou est-ce qu'ils ont triché? Ou est-ce qu'ils ont triché parce qu'OpenClaw il a besoin de lunettes? Non, c'était la démo pour bien montrer qu'il y en avait partout des images sur le desktop. Ne sois pas de mauvaise foi. Il sait lire le nom des fichiers quand même. Il voit l'extension. Feu Computer Use. Désolé, Romain. Moi, je me disais, parce que maintenant que j'ai des lunettes, c'est ça. Je me disais, putain, pourquoi il y en a un autre? Donc, on reprend un peu notre fil rouge, quand même. On parle de l'IA, parce que c'était celui qu'il avait pris sur les stacks. Globalement, on parle de l'IA qui est censé tourner sur nos mini data centers, que vont devenir nos PC grâce à Nvidia. C'est évident. On parle derrière, globalement, de modèles qui tournent en local, qui gèrent des milliards de paramètres. On parle après ça, du coup, de l'arrivée de systèmes agentiques, maintenant sous format de Windows App, qui font tout à notre place. Donc on reste toujours dans ce côté productivité autour de l'environnement du PC. Donc c'est là où la keynote est très forte. On réinvente l'expérience storytelling de bout en bout. PC. Ouais. Et après, donc on est passé derrière sur une nouvelle annonce. Et donc c'est là où on enchaîne. Vu que j'ai tout perturbé, tu peux la mettre, celui-là, non, je pense. C'est ce qu'on voulait. Ouais. Top, tu le dis après, du coup? Non, non, tu peux y aller. Mets ton casque. Voilà. C'est la suite. Mets ton casque. Du coup, non, en vrai, donc, c'est au bout de 1h30, on a eu Copilot. Exactement. Au bout d'1h30 à peu près, on a eu Copilot. Et là, on a tout soufflé. On revenait dans notre zone de confort, on s'est dit, ils en parlent. Et du c'est coup, vraiment une keynote. Au début, ils ont... Parce que c'est vrai que quand ils ont présenté cette image-là, c'est vrai que Copilot, il y a un moment, jusqu'à fin d'année dernière, début d'année, tout s'appelait Copilot. Embrouiller tout le monde. Et là, ils ont présenté une vision qui était un peu simple en disant, on a d'un côté la partie chat, qui est la plus connue, Cowork qui prend une place de plus en plus importante depuis qu'ils l'ont annoncé à l'Ignite l'année dernière.
qui est l'équivalent de Cloud Cowork, mais dans un environnement Microsoft 365. qui cartonne. Et je leur dis une fois, et je te le dis en ce moment tous les jours, qui est T'es complètement amoureux. fou. Hein. Combien de personnes amoureuses de Cowork là Je suis Un, deux, amoureux. tous les jours. Ah, mais Quatre. une fois Et qu'on on y a parle de goûté, Copilot Cowork, Copilot Cowork, Cowork, la incroyable. productivité Ah oui, non, est mais c'est incroyable. sûr. Incroyable. Non, c'est génial. Et du coup, ils ont mis après derrière la partie code en disant bah, c'est une autre expérience de Copilot avec notamment la partie GitHub. Et il y a une partie qui est arrivée à la droite qui s'appelait Autopilot. Et on se dit bon, Donc ça, qu'est-ce que c'était c'est l'annonce. ça Donc, C'est Ce l'annonce. soir, Qu'est-ce que c'est Autopilot de son nom complet. Autopilot. Et du coup, Ils ont tenté le. c'est ça. Et du coup, on s'est dit bon, qu'est-ce que c'est? Parce que Cowork déjà fait beaucoup de choses en autonomie. C'est ça. Et ils ont annoncé un autre produit qui s'appelle Copilot Scout. Microsoft Scout. L'idée, c'est un peu l'équivalent de OpenClaw, mais cette fois-ci dans un environnement d'entreprise et qui va pouvoir traiter à la fois du on-premise et du cloud. Donc l'idée, c'est quoi? C'est un agent à part entière qui, lui, va répondre à un impératif qu'aujourd'hui Copilot Cowork n'est pas en capacité de faire. C'est des tâches très longues dans la durée, dont certaines sont dépendantes d'événements à l'extérieur de ton prompt initial. Donc aujourd'hui, dans Copilot Cowork, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, quand on doit préparer un atelier, une démo avec Kevin, on fait le prompt, il fait la chose, mais il exécute. Et si jamais, entre-temps, il y a quelque chose d'autre qui a échangé, ou si jamais il doit se baser sur je sais pas, un input de Romain, par exemple, ça ne marchera pas. Il faudra que j'attende que le prompt soit terminé, l'exécution. Pour lui redonner. Et que je leur donne. Copilot Cowork, c'est ton coworker personnel à toi. Mon personnel à moi en plus. Maintenant, avec la vision avec Scout, c'est qu'il va permettre de se dire ok, je vais exécuter ça, mais si jamais je lui donne dans mon prompt, mais attention, tu vérifies et tu relances Romain si tu n'as pas donné les éléments que j'attendais sur les captures d'écran côté Copilot Studio et tout, pour que tu mettes à jour. Donc en fait, il va partir en éclaireur. Partir en éclaireur, envoyer un message à Romain, le relancer s'il faut, récupérer les éléments et mettre tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça fonctionne dans un écosystème Microsoft 365, mais j'ai des éléments qui vont dépendre aussi de mon environnement, de mon PC, parce que j'ai des applications qui sont en dehors de M365. Et bien du coup, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre Copilot Cowork et OpenClaw. Donc un peu les deux. Et c'est une fonctionnalité qui est déjà disponible en public preview, sous certaines conditions. Depuis ce soir, du coup. Donc j'ai essayé de l'installer, parce que l'exé, on peut l'installer. Par contre, il faut une policy Intune. Normal, parce qu'il faut des PC qui soient enrôlés dans le cadre de l'entreprise. Oui, en plus, oui. Quand même, par sécurité, truc, normal. Je me dis, et en usage perso. Alors, ce qu'ils ont dit en termes de prérequis, c'est que pour l'instant, c'est Intune. Il faut que ça soit embarqué dans l'entreprise. Deuxièmement, il faut que tu sois admin de ton PC pour les scénarios on-prem. Oui, il va devoir utiliser des ressources propres. Ensuite, il faut que tu aies un compte GitHub. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour un environnement sandbox. Très probablement. Pour les skills, je pense. Et les skills, tu penses? Je pense pour les skills. C'est vrai qu'ils ont annoncé un écosystème de skills en fait avec, et tu peux te connecter à ton environnement M365 pour qu'il ait accès à WorkIQ. Donc, après, t'es pas obligé. T'es pas obligé à WorkIQ, mais tu peux, mais c'est ce qui rend le produit intéressant. Oui. Et du coup, tu as une logique de skills et tu as une logique derrière de différentes compétences. Donc, ils en ont annoncé quelques-unes déjà dans le MS Learn. Et oui, donc c'est un exé sur ton poste. Alors, c'est intéressant. GitHub, ça va être sa base de données. Donc globalement, si on reprend, et ça fait un lien avec l'annonce précédente, c'est OpenClaw, c'est une app telle qu'elle est présentée ce soir qui tourne sur votre PC quand il est allumé et qui fait des choses à votre place devant vous. Tu fermes le laptop, c'est fini, il n'y a plus rien. On ferme le laptop, il ne tourne plus. Scout, du coup, qui vient d'être annoncé, lui, il tourne vraiment en fond de tâche parce qu'il est online, du coup, il est dans le cloud Microsoft, il tourne, donc va pouvoir, d'où le côté autopilote, gérer des tâches. Et dans la démo qu'on voit, on peut le taguer comme un @copilot. On va pouvoir dire @scout. Peux-tu revoir globalement cette propale et me faire des retours? Et il le fera, peu importe si vous êtes online ou pas. Vous, ou en tout cas connecté sur votre PC. D'où le côté autopilot, il est autonome dans la tâche que vous donnez en termes d'infra qui tourne derrière. Il fait la mission que vous lui avez demandé, peu importe le temps qu'il prend et que votre PC tourne ou pas, globalement. Et surtout, donc, c'est vraiment une espèce de surcouche, comme ils l'ont fait avec Copilot Cowork, du coup, de Microsoft pour intégrer les technos d'OpenClaw. Mais après, là, il peut aussi exécuter des choses localement sur ton PC. Donc, il peut avoir accès à ton PowerShell. Tu veux. Et si ton PC est allumé, du coup. Ton PC est allumé pour le coup.
Mais tu peux avoir un full scénario où tu te dis, par exemple, je démarre avec mon PC parce que, je sais pas, j'ai téléchargé un doc qui est présent que localement pour X ou Y raison. Tu fais le truc, tu lui dis, bah écoute, il faut que tu ailles vérifier, crosser ça avec Romain pour qu'il te passe des docs. Quand il a envoyé, tu croises. Une fois que tu es satisfait, tu vas aller voir Kevin. Et en fait, tu as un collab, là, du coup, virtuel, qui navigue entre ton PC et le cloud Microsoft 365, comme toi, tu le ferais naturellement de ton côté, entre ton PC et le cloud, en fait. C'est ça qui est vraiment cool. Du coup, la question, c'est que tout à l'heure, tu demandais, alors, on disait cowork si c'était bien, bah, cowork tous les jours. Du coup, est-ce que dans un mois, on va dire scoot toujours? Peut-être. Je les ai toutes préparées. L'annonce de Scoot, ça va être en fait, moi, ce que je voulais voir, Kevin, j'avais des questions. Alors, tu dis que effectivement la partie cowork, c'est un peu ton assistant à toi personnel. C'est volontaire, tu vois. Ouais. Mais tu as un time out dans cowork. Enfin, il y a un moment donné. Enfin, moi, quand j'utilise, des fois, moi, c'est toujours chiant parce que tu dis machin, et puis c'est le soir à 19h30. Tu dis, c'est plus une logique d'un. Tu dis, tu vas arrêter le truc et tu as peur que ça s'arrête. C'est plus une logique aujourd'hui de limitation de l'infrastructure parce qu'aujourd'hui, c'est North America pour l'instant. Ouais. Donc en fait, tout part là-bas. Ah oui, en plus. Tout par là-bas. Donc à un moment... Parce que Scoot, l'intérêt de Scoot, c'est en grosso modo, c'est de dire, bon bah, je lance le truc, je vais me coucher, le lendemain matin, j'ai la réponse. C'est ça. Ou je pars en week-end, ou il y a un côté... Et puis après, je peux toujours le contacter avec mon smartphone, un coup de Teams. C'est un peu la démo qu'on a eue. C'est ça. Moi, je le vois comme ça. C'est en gros, c'est comme un collègue, en fait. C'est là où il y a... Mais qui reste à boulot. Voilà, qui reste à C'est là où il y a des choses qu'il faudra préciser parce qu'ils disent que tu as la possibilité... Bon, tu as accès à la mémoire et tout, ça c'est WorkIQ. Oui, ça c'est lié. Mais ils disent que tu peux choisir les modèles par défaut. Oui. Donc je ne sais pas si les modèles par défaut c'est dans une logique M365, mais vu que tu peux ne pas te connecter à M365, potentiellement des modèles. Oui, sur ton laptop. La différence avec Cowork, c'est qu'on passe de Cowork qui est un Copilot Cowork à l'intérieur de ton M365. Mais là c'est Copilot aussi. Ah non, c'est pas Copilot. Non. C'est Scoot, Microsoft Scoot, qui a la possibilité d'être connecté à ton écosystème. Tu vois, tu changes le paradigme, t'es pas au même endroit. Mais du coup, ce qui a l'air de... C'est là où il faut attendre un petit peu le truc qui sort. J'avais envoyé une capture, Antoine, et qu'ils avaient fait une vidéo rapidement de démo, où il parlait à un moment, ça a été vraiment annoncé très brièvement par Satya, en disant qu'à terme, potentiellement, toutes les expériences Copilot fusionneraient. Donc en fait, au niveau de l'interface, on aurait... quelque part le chat, Cowork, le code et la partie autopilot. Okay. Donc c'est là où... C'est ce qu'on voyait sur le graphe, le code était annoncé aussi dedans. Et donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont unifier tout ça. Est-ce que Microsoft Scoot, ça va rester un produit à part entière comme un espèce d'open cloud à part? Oui, parce que c'est hybride en fait. Il y a un côté un comme peu... Copilot Cowork au début, qui ensuite s'est retrouvé avec ses plugins, etc. Ou alors est-ce que Cowork est un revamping rapide, le temps de... Oui, puis il va peut-être un peu préparer quelque chose de plus intégré en Vision MS, et Scout demain fait tout autant et remplace, quoi. Et quid des modèles locaux aussi qui vont être exécutés, parce que choix des modèles, ils n'ont pas précisé si c'est des modèles qui sont liés à ton abonnement à M365. On voit à l'écran l'intégration New Autopilot dans Copilot. Et puis comment ça va travailler au niveau de ta machine. Je pense que c'est une maquette en early, parce que là, si on voit l'URL, elle est pas bonne, c'est copilot.com. Oui, bon. Je pense que c'est une... Mais je pense que c'est la vision vers laquelle ils veulent aller, unifier un peu toutes les expériences Copilot en un produit. Avec un peu comme Fabric, avec différentes expériences de Fabric. C'est perturbant aujourd'hui, t'as Copilot, tu dis oui, mais t'as pété sur Cowork, quoi, j'ai Cowork. Ah oui, mais c'est un agent. Faut l'ajouter, il y a un aspect un peu ajouté, alors qu'au début on pense que c'est déjà là, mais non, en fait. En tout cas, c'est fou de voir la vitesse à laquelle ça... C'est ça, et des fois je me dis, tu vois, c'est comme quand ton gamin, un jour, tu te réveilles et il te demande un scooter. Ouais. Non, mais je pense aussi merci aux développeurs de Microsoft, parce qu'à mon avis, ils doivent... Parce que poursuivre entre Open Cloud qui sort en novembre, je t'ai perdu. Parce qu'il a compris ma vanne. Oui, j'ai compris la vanne. Entre Open Cloud qui... C'est là où ça commence à être dur. Il enchaîne. Je l'ai. Un peu tardivement, mais... Tu l'as rattrapé cette fois. Il est presque 23h pour notre défense. Exactement. Donc, on va finir sur ça. C'était l'enchaînement entre l'app Open Cloud et maintenant la surcouche MS appelée Scoot. Et à tester, et a priori, il y a quand même des limitations dans son déploiement au sein de l'écosystème. C'est de l'early, c'est pas testé. On vous fera des feedbacks sur les prochains épisodes. Il y a des activations à faire pour que ça puisse... On va passer à une news, enfin, autre que tout ça, côté Fabric. Oui, on a une petite annonce. Alors, on n'a pas trop compris quand ça a été affiché à l'écran. Ça a été lancé comme ça. Le nom est stylé, c'est plus stylé. Satya Nadella nous a annoncé Rayfin. Tout à fait. Avec un logo Fabric.
Oui, donc on s'est dit, on Donc doit on s'est parler dit, de fabrique. c'est leur fabrique. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que Rayfin? Qu'est-ce que Nicolas. Rayfin? Alors, ce qui est intéressant, oui, alors tu peux, il y a des vidéos, il y a plein de choses là-dessus. Voilà, on peut avoir le logo un petit peu, voilà. Alors, en ce moment, ils sont à fond sur les vieux logos à l'ancienne. Oui, comme pour la build. Comme pour la build. compagnie. Donc, Voilà, là, la on build, voit le logo il y Rayfin. a un côté rétro. Rétro qui est retravaillé, exactement. Et du coup, effectivement, ça, voilà. Bon, bref, c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de hardware. Je pense qu'on est un peu dans le rétro. Rayfin, alors c'est assez particulier parce qu'on commence. Rappelez-vous, on en a beaucoup rigolé, SQL, Database, Cosmos DB, etc. On en a bien rigolé. Mais en fait, derrière tout ça, on commence à avoir des choses intéressantes, notamment justement ce SDK. C'est un SDK, Rayfin. Donc ça s'installe sur VS Code. Donc on a la petite animation VS Code derrière, voilà. Oui, alors c'est pas celle-ci, c'est celle d'avant, Antoine, qui permet de déployer donc le SDK. Ah non, pas du tout celui-ci. non, c'est... Il va tous nous les faire. Oui, c'est celle-ci. Oui, c'est ça. Non, c'est... Oui, alors c'est celle-ci, oui, celle de gauche, oui, c'est ça. Donc, bon, je vais vous la faire de toute façon. C'est un SDK donc, qui se déploie sur VS Code et qui permet de déployer une application web, de type web, sur l'infrastructure Fabric. Et là, on se dit, waouh, on est quand même dans un écosystème Fabric qui, à la base, était plutôt BI, Tu viens analytique. m'embêter avec des ops dans Fabric, toi. Eh oui, monsieur. Et en plus, avec un item. Historiquement, on avait les apps dans Power BI qui n'avaient Oui, rien à voir. qui n'avaient rien à voir. Qu'on appelait apps, mais qui n'avaient Mais rien qui à voir. n'avait rien à voir avec une app, même si évidemment il y avait ce côté un peu audience, etc. Enfin, on gérait un peu la sécurité avec les apps. Non, là on est vraiment sur une app type web app, donc vraiment ça développe une web app, donc grâce au SDK. Et à la fin on peut déployer ça sur une infrastructure, donc ça développe tout. Ça met en place sa base de données, d'où les bases de données dans Fabric. Ça merge les deux, ça peut faire de la base de données transactionnelle, analytique, donc ça va en fonction du besoin générer l'une ou l'autre, ou les deux. Et ensuite, ça va déployer l'application, comme on peut le voir, on la voit ici. Voilà, on a une application comme ça qui tourne directement dans Fabric. Voilà, avec des petits boutons, une interface, voilà, donc quelque chose de... C'est le back-office de ton app. Fabric c'est le devient front office de ton app. C'est le front Front office. office de ton app. Oui. Donc tu as tout le à fait. front dans Fabric. C'est ça. C'est que tu commences à avoir des applications dans Fabric et ce sont même des items, j'ai vérifié. Alors après, il faudra voir à quoi ça ressemble exactement dans le workspace, dans l'espace de travail Fabric. Mais voilà, on sent bien que de plus en plus, et oui, on commence à avoir de plus en plus du transactionnel et tout ce qui découle du transactionnel, notamment la partie applicative. Pourquoi ? Parce que derrière, qu'est-ce qui alimente nos bases de données décisionnelles, analytiques ? C'est le transac. C'est parce que j'ai de la saisie, c'est parce que j'ai du clic, parce que je remplis des informations. Mais ça serait quoi, moi en tant que métier, enfin, tu vois, qu'est-ce qui justifierait de publier une application, tu sais, côté Fabric, là où je pourrais par exemple faire, je sais pas, le front côté Power Platform ou côté Azure, et mettre plutôt le back dans Fabric, tu vois, qu'est-ce qui fait que le front, c'est pertinent de le mettre dans... Alors là, ce qui est expliqué par Microsoft, c'est qu'il y a la partie, on va dire back-end, toute la partie stockage de la donnée, base de données, qui est déjà présente dans Fabric. Dans la partie Power Platform, avec de la sécurité, les groupes, des rôles, des droits. Il y a des droits, il y a toute une gouvernance en place. C'est en plus, encore une fois, comme je l'ai dit, le meilleur endroit pour aussi analyser sa donnée. Donc, pourquoi le faire dans la Power Platform si derrière on doit analyser la donnée? Ça veut dire qu'il faut aller chercher la donnée dans la Dataverse pour la récupérer dans Fabric? Non, là, elle est déjà dans Fabric, puisque ton app et ce qui est alimenté derrière, donc la base de données rattachée à ton app, est déjà dans Fabric. Donc, sur eux, ça permet d'avoir tout un écosystème de l'application jusqu'au reporting derrière qui se connecte aux données qui sont liées à ton application. Tout ça au sein de la même plateforme, gouverné de la même façon, avec le même licensing, etc. Moi, je vois deux sujets principaux. Je pense que le but, c'est pas de faire de l'app à proprement parler, c'est pas de remplacer le low-code, parce qu'on a évoqué qu'il y a plein de choses qui arrivaient. Je pense qu'il y a plein de cas aujourd'hui où il y a une vision applicative de la data dont on a besoin, où un rapport ne suffit pas. Et on a, nous, plein d'exemples clients, je ne les citerai pas, dans le retail et autres, qui pilotent leur force commerciale avec des espèces de web portails qui sont purement de l'analytics, avec des chiffres, des trucs pour aider un commercial sur le terrain à essayer de savoir chez quel client il doit aller et avoir accès à un peu d'infos de son CRM ou je sais pas quoi. Finalement, souvent, on développe en pure web dans du portail, mais qui pourrait très bien, vu ce qu'on voit à l'écran, qui sont
que du visuel, du KPI, des choses basées sur ta donnée, mais auxquelles aujourd'hui les widgets, je vais utiliser ce terme un peu dur, hein, les widgets Power BI, en tout cas les visuels obligatoires Power BI, les formats obligatoires sont trop rigides. Et on arrive à faire des fois en pure web des trucs bien plus jolis que les sociétés ont besoin, avec un peu d'interactivité pour 2-3 boutons de saisie, comme le Translytical nous l'a permis dernièrement. Tout à fait. Et donc du coup, le côté là, je réinvente mon interface data pour un besoin qui est entre l'analytics et un peu applicatif pour la finance, qui a besoin de consulter ses chiffres et faire 2-3 actions au passage, plutôt que lui faire une web app dans un portail Azure, si tu n'as pas envie d'avoir Azure, etc., ta finance, elle va s'éclater à avoir des mini app BI Fabric, appelons-les comme on veut. Pour moi, ça peut faire sens parce que je pense à un paquet de projets où finalement le sujet est parti. Alors, on le voit, de toute façon, ce sera toujours côté dev, mais si c'est pour servir ta finance qui a demain tous ses rapports Power BI, déjà, avoir le 10e petit outil qui n'est pas un rapport, qui est une app un peu mix, mais avec des visualisations plus interactives, redéveloppées sur mesure et tout. Tu as mis le mot dessus parce que je faisais un peu la moue pour non, mais t'as raison, mais ça plus peut sérieusement, en fait, c'est que non, même pas. C'est que en vrai, Fabric, t'es sur un modèle économique particulier. Les gens à qui tu donnes accès en direct dedans. Et la data visualisation, pour moi, est atteint, comme tu l'as dit, ses limites. Pour moi, on a besoin de data. Je vais inventer un mot, j'espère, de la data interactions. C'est ça. Et par contre, je parle de data interactions et pas de data process. Aujourd'hui, typiquement, si tu veux vraiment avoir une différence avec le low-code, c'est que le low-code, on va avoir du visuel, mais on va avoir du process. Là où un copilot est sur l'usage, toi, tu es sur la visualisation. Le low-code, il est sur l'intégration des processus professionnels. Et le Azure va être sur le sur-mesure et les backbones et les pardon, je me suis trompé de back, mais on va avoir gros sur toute la partie vraiment complexe. Il va avoir. Donc chacun a encore sa place et il faudra par contre l'utiliser au bon endroit parce que je pense que si tu fais une application de DataVis pour 10 000 mecs sur le terrain dans Fabric, je pense que tu auras peut-être un problème de pricing à mon avis. Tu vois, ou un problème, tu vois, c'est peut-être pas pensé pour. Oui, alors après, bien sûr, si on est at scale, il faut voir effectivement si derrière, là, la démo qu'on a et qu'on peut revoir, c'est vraiment une sorte de effectivement, alors. Mais il y en a besoin. On est sur une interface, alors plutôt en mode lecture seule où on va regarder, on va pouvoir faire des filtres, on va pouvoir sélectionner des lignes, etc. Ce qu'on ne peut pas, alors ce qu'on peut faire avec du rapport, mais qui n'a pas du tout la même. Non, mais l'étape d'après. La même interaction avec l'humain, la même ergonomie. Voilà, pense une étape d'après. Tu donnais l'exemple de ton financier qui a ses data vis limitées. Avec ce qu'on voit, nous, et ce qu'on a fait en R&D, qu'on montrera, je pense, dans d'autres vidéos. Là, ton financier, il lui manque juste un chatbot. Enfin, tu vois, il va aller vibrer ses interfaces. C'est que ton financier qui se trouve limité par sa data c'est assisté par l'IA. Hein. Tu vois, on est dans VS Code avec de l'IA, donc ça génère en quelques heures. Alors, c'est pas ton financier qui va se le faire. C'est ça, mais t'es en VS Code pour le moment. Mais pour moi, c'est la première step. Enfin, pour pouvoir installer un... pour l'instant. Voilà. C'est bon. Après, c'est toujours pareil. Quand on met ça dans les mains de n'importe qui, on peut avoir n'importe quoi. À ce rythme-là, tu peux très bien imaginer, comme ce qui est en train d'arriver sur Power Apps, Vibecode, etc. Demain que le financier, basé sur son dataset, il ait une petite interface qui dit en fait, j'aimerais que tu me le présentes sous telle forme avec 3 boutons qui font ça, un peu de navigation et tout, et que je pense que c'est une next step. Ouais. De remodeler même du reporting aujourd'hui un peu classique. Et d'avoir une interface à la Copilot en disant, ce bouton-là, tu me le mets plutôt là, moi je préfère avoir ce truc-là, etc. Ça va être cool. Ça va être... Et pour moi, si tu veux, c'est l'escalier qui t'emmène à ça. C'est qu'une fois que ça va marcher en VS Code, pour faire ça, une fois que c'est stable, l'étape d'après, tu auras la même version hors VS Code. C'est ça, l'espèce de landing page qu'ils font avec des chiffres et tout. Je l'ai vu faire dernièrement sur des démos par des partenaires variés qui montrent comment, avec du HTML à la volée, on arrive à faire des présentations des chiffres pour des financiers avec un super wow. C'est exactement ça. Et sauf qu'on le montrait en pure IA générative, partant de zéro. Là, on est dans l'environnement qu'on maîtrise, Fabric, RLS, etc. Sécu, tout ce qu'on... Donc, plutôt intéressant comme news. Alors, sur les 2 heures de keynote, ça sera demain, certainement creusé avec beaucoup plus de démos, etc. Et puis activer la chose. Il est passé rapidement dessus, Satya Nadella, mais suffisamment pour qu'on en tout cas qui est disponible. Il y a le repo Git disponible. On va peut-être pas aller plus longuement sur ça, Nico. Il y a eu de grosses annonces sur quand même l'amélioration des perfs des data warehouse. Il y a d'autres choses. Alors, j'ai déjà un peu... Alors, la partie Lakehouse, je vais aller rapidement dessus. Plutôt partie de Lakehouse d'abord. Ouais. Avec là aussi une amélioration, alors surtout sur la partie exploration des données.
Jusqu'à maintenant, si on voulait aller loin dans l'exploration de la donnée d'un lakehouse, donc la donnée structurée, non structurée, semi-structurée, il fallait passer par des notebooks, donc passer par du Python, du code, etc. C'était un peu lourd, puis ça, on utilisait le moteur Spark derrière, bref, c'était un peu lourd, voire même des UDF, des User Defined Function, bref, des choses un peu complexes pour des personnes qui voulaient juste explorer la donnée. Donc là, maintenant, on a un peu, alors d'ailleurs, c'est plus un endpoint, maintenant, on a Explore la donnée directement connecté à un lakehouse, qui permet d'avoir des informations, des graphes, des petits visuels, des filtres. Quelque chose d'un petit peu plus évolué et d'un peu plus performant. On sait que le runtime Spark sur Fabric, c'est pas son fort. Là, on a aussi des améliorations là-dessus. Donc voilà, donc ça arrive bientôt. On appelle ça le Lakehouse Query Explorer, c'est le nom. Donc on va avoir comme ça ce petit module graphique qui va pouvoir nous faire même de la requête SQL un peu graphique, du filtre, et de l'interaction pour voir un petit peu les données et les filtrer correctement. Donc intéressant. Et puis effectivement, t'en parlais, Kevin, la partie warehousing qui a été considérablement améliorée sur la partie GPU. Donc il y a une GPU accélération. Donc en gros, c'est l'interface. On sait que les interfaces sur Fabric parfois traînent un peu. Encore hier, je râlais ou avant-hier parce que ça mettait beaucoup de temps. Les démos avec les clients, même si on est sur des petites capas, c'est toujours très lent, etc. Là, on a vraiment une amélioration à la fois de l'exécution, donc des traitements faits sur un warehouse. On a, si tu passes la vidéo d'après, voilà. Et on a aussi une refonte complète, donc super, merci. Un reforming complet, un refactoring même complet de l'interface web UI, de la partie warehouse cette fois-ci. Pareil, avec donc un Object Explorer un petit peu plus avancé et surtout plus rapide, parce qu'avant c'était très lent, dès qu'on commençait à filtrer, etc. Ça moulinait, on sentait bien que ça avait du mal à se rafraîchir, à avoir les données, et finalement on l'utilisait très peu. Là, on a vraiment une expérience web rapide, simple toujours à utiliser, même de plus en plus simple. On a la partie SQL Query Editor qui maintenant devient un petit peu plus simple aussi. Et puis on a toujours aussi Copilot, toujours bien présent, qui nous permet encore une fois de faire de l'exploration de la donnée. Et surtout, on a un onglet, un premier onglet. Alors, quand on clique par exemple sur une table dans un warehouse, on a deux onglets. On a un onglet qui nous permet d'avoir un visuel des colonnes et des lignes. Donc on a à peu près les 1000 premières lignes, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on a un premier onglet qui nous donne des informations sur la structure des tables. Donc combien de lignes, la volumétrie des tables, la structuration de la sécurité aussi au niveau de la table, parce que dans un warehouse, on peut mettre aussi pas mal de sécurité. Donc, qui est granté sur la table, qui est deny sur la table. Donc tout un ensemble d'informations qui avant passait surtout par, ça a été montré par une démo un peu plus la semaine dernière par Microsoft. Avant, il fallait passer par tout ce qui était Query Insight. On avait alors c'était un peu technique, il fallait passer par des requêtes SQL pour savoir par exemple quelles étaient les requêtes les plus utilisées, etc. Aujourd'hui, toutes ces informations-là, maintenant, on les a sous forme graphique. Donc c'est vraiment, Microsoft a revu l'expérience totalement web, UI, graphique, sans avoir besoin de passer par du code pour avoir des informations importantes sur la structure, la métadata de tes tables. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est beaucoup plus rapide. J'ai hâte de tester parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on ne le faisait pas. Ou alors, on passait par le endpoint SQL et on faisait les requêtes en SQL. Qui parfois dans une moderne plateforme. Je satisfaire certains qui aiment bien. Pour les codes, les férus de code, c'est bien. Mais encore une fois, dans le cadre d'une démo avec un client, passer par du code pour avoir des informations qui, sur d'autres plateformes concurrentes, peuvent se faire directement de façon graphique, c'est toujours un peu dommage. Donc ça, c'était l'information sur la partie warehousing. Donc, quand même de grosses news. Belle amélioration des perfs, à la fois expérience UI et derrière. C'est ça. Il y avait des chiffres annoncés, je ne sais plus si c'était 7 ou 17 fois plus rapide. Oui, alors après, là, ces chiffres, c'est toujours des... vous avez une fourchette énorme à cette heure-là. Vous irez vérifier. Ce que vous voulez. C'est plus mieux, comme ils ont dit. Non, mais je pense quand même qu'il y avait une marge. Il y avait une grosse marge. Maintenant, on est sur quelque chose. On va voir. Encore une fois, je suis impatient de pouvoir tester. J'avais aussi une news sur la partie Power BI avec les Agent Skills. On a beaucoup parlé d'agents et de skills ce soir, donc on va parler des Agent Skills pour Power BI. Alors c'est en preview. Pareil, donc ça c'est avec Copilot, donc on va pouvoir. Alors il y a la petite démo que tu peux présenter. Non, ça commence par un fond noir. J'ai perdu entre. Ouais, celui-là, c'est celle-ci. Oui, merci. Et on va pouvoir créer des modèles sémantiques, donc avec évidemment tout un ensemble de skills.
fournis par Microsoft. Et ça va nous faire évidemment tout bien, propre, en respectant tout Donc un ensemble de on bonnes avait depuis un pratiques. moment l'arrivée des MCP serveurs C'est ça. et officiels, avec pas toutes les compétences en fait pour Bah, il manipuler manquait la partie les skills. assets. Donc En fait, c'est toujours pareil, il y a les Exactement, MCP, on mais il n'y a avait- pas nécessairement les skills derrière qui permettaient de mettre en place des processus, en tout cas Et notamment la partie report aussi visuelle. Alors voilà, c'est ça, c'est qu'il y a la partie, alors là les deux exemples qu'on voit, hein, c'est très focus Power BI, donc il y a toute une partie un peu modèle sémantique, donc là où on travaille le modèle sémantique, on lui demande de créer un modèle sémantique basé sur des données, etc. Donc ça nous crée un modèle sémantique propre. Et ensuite il y a la deuxième phase de créer un nouveau rapport basé sur ce modèle sémantique, et puis on peut le challenger comme ça, et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu, alors je parle même pas de l'expérience Copilot dans Power BI Desktop ou sur l'interface web, sur la partie report, qui était vraiment un peu, on va pas dire désastreuse, mais ça fait du reporting un peu basique. Là, quand on voit les résultats, bon voilà, on a des images, ils nous mettent des logos. Alors, c'est pas charté tout ça, mais c'est un peu plus propre et on voit C'est que ça va beaucoup plus plus loin sur propre. les Et puis, visuels. qui dit skills, dit bah derrière, on Ouais. peut même charter effectivement, on peut les améliorer Améliorer nous-mêmes. les Voilà. skills. Voilà, donc on pourrait aller plus loin. Donc news aussi intéressante sur la partie Power BI. Alors en sachant que ces news, on les a eu sur le blog en parallèle, hein, ça C'est fait ça, partie ça des a petites pas choses été qu'on a pris à la nécessairement volée. présenté, mais voilà, c'est sorti un peu. Alors, on avait déjà des infos, enfin, on savait que ça allait arriver. Maintenant, c'est bien qu'on l'ait en preview, qu'on puisse la tester maintenant avec ce qu'il y avait. Et j'ai encore une news. Vas-y. Je la laisse. Last but not least. Alors, c'est sur la partie Data Agent. Pareil, donc là, grosses améliorations aussi. Déjà, bon, les Data Agents dans Microsoft 365 Copilot, ça y est, c'est en GA. Jusqu'à maintenant, c'était en preview. Et puis, ils ont amélioré toute la partie interfaçage avec les sources de données, entre l'agent, le lakehouse, le modèle sémantique. On a le modèle derrière qui a été mis à jour, parce que ça y est, on est sur du GPT-5. Jusqu'à maintenant, on était sur du 4. Eh oui, on est toujours en retard dans la data, mais voilà. Non, mais donc là, Donc 20% d'amélioration sur les résultats. A priori, c'est sur des benchmarks internes, hein, dit Microsoft. Donc, oui, mais enfin, on imagine toujours le se gap dire que que- ça peut permettre de passer quand même Voilà. sur de la réponse tout particulière. à fait, tout à fait. Et puis aussi important. Alors j'ai d'autres news là-dessus sur la partie Python, mais bon voilà, ça je vous ferai peut-être une démo d'ailleurs là-dessus. Non, la news intéressante, mais là c'est en preview, qui va arriver, c'est les visualisations dans Data Agent. Jusqu'à maintenant, le Data Agent ne faisait pas. Ou alors, quand on le faisait, c'était affreux, c'était des petits tirets, des points, etc. Ça essayait de faire des En fait, graphiques. Ce qu'on faisait, c'est qu'on trichait, c'est que moi je prenais tes Data Agent Fabric dans du Copilot Studio. Oui. après, Et dans tu du Copilot Studio, vu que j'avais accès à du vibe coding ou de la Python. génération d'images, tu générais. et en fait, ce qu'on faisait, c'est que moi, je t'embêtais pour que tu me files des data agents pour mes démos, et moi, par-dessus, je faisais des générations de visuels dans le chat de l'agent, et donc on était obligé de tricher en mettant deux technos ensemble pour que ça avance. Donc là, on a une petite animation aussi, Antoine, si tu veux bien montrer sur la partie. Bon, je crois qu'on l'avait vu à l'écran. C'est ça, juste voilà, avant. c'est celle-là, voilà. Où là, pour le coup, ça génère vraiment Un ça, visuel de bout en bout. ce qu'on attendait. Hein. Ok, C'est encore alors en preview, mais on l'attendait vraiment. C'est pas rien en effet, parce que c'est des fois ce qui va me manquer. On avait les exemples de requêtes, mais il manquait un truc plus interactif, moins tech. Pour, Jusqu'à la maintenant, ça personne qui te l'utilise. faisait le DAX. Ouais, Alors, c'est soit ça. le SQL, si c'était du Lakehouse, un modèle sémantique, ça te donnait le DAX, donc le code, Ouais. super. Ça te donnait un petit tableau tout moche sur les résultats, mais that's all, quoi. Et dès que tu disais, je veux ça en graphique, ça te faisait des petits tirs, enfin, ça te faisait en mode pas à l'ancienne. Oui, c'est ça. La Comme ski art. là, années 80, quoi. Et Le j'ai truc. retenu un dernier truc, moi, que tu n'as pas évoqué sur Fabric IQ, alors qui n'était pas un keynote oui. aussi, mais que j'ai lu rapidement. C'est on a le MCP serveur de la partie ontologie qui est Oui. sorti. Ça veut dire Oui. qu'on se posait la question, est-ce qu'on serait toujours obligé d'appeler le contexte plus les données derrière? Aujourd'hui, le graphe sémantique, d'ontologie qu'on aura construit avec toute la taxonomie dedans, peut être appelé par Foundry IQ comme une base de connaissances dédiée finalement qui amène des relations, des choses. Donc c'est assez intéressant parce que je suis pas obligé d'embarquer toute ma data platform derrière en termes de requêtes et de tokens. Je peux me concentrer juste sur la couche logique que j'ai construite pour que ça serve à d'autres agents. On se posait la question dans certains projets si ça pourrait marcher comme ça et ça a été officiellement annoncé. Et voilà, et sur la partie ontologie, bon, on va pas faire de spoil, parce que ça a été montré par Microsoft en sneak peek un peu privé, mais il y a des choses qui vont arriver là, très prochainement. Sur l'autogénération peut-être Ah de ouais, ça l'ontologie, va être super. Ça va débloquer beaucoup de choses. Voilà, je On m'arrête là. finit là-dessus. C'était la FabCon, en fait. Et on l'a la- évoqué. Non, mais surtout, tu l'as évoqué dans le Oui. dernier épisode qu'on n'a pas encore sorti, donc on prend un peu d'avance sur le passé. Du coup, Quel poète. on va fermer cette page et on va aller sur. Je vais
Petit coup de essayer cœur pour toi. La news. d'aller en vrac sur les news de la fin. Alors, deux choses, et je m'en excuse parce que je vais proposer qu'on le traite dans une thématique dédiée. Peut-être que Maxime ou Kevin pourront venir témoigner cette partie. On a eu l'annonce de la partie GitHub Copilot App, qui est une nouvelle expérience un peu desktop de développement plutôt en mode collaboratif pour partager les branches sur lesquelles on bosse, avoir des commentaires demain du product owner et autres. Donc c'était quelque chose qui avait déjà été annoncé par GitHub. Et avec un super easter egg. Et avec en effet le logo GitHub qui part en bouge dans petits le jeux, sens, etc. qui fait des petits Et jeux. le tout en app, hein. C'est vrai que tu l'as dit un peu vite au début, en app locale. En app Oui, local, en app, desktop, ouais. exactement. Nouvelle expérience GitHub qui vient, donc ça s'appelle GitHub Copilot App. Et plutôt que de dire des bêtises, je m'en référerai aux collègues et que l'on invitera les experts sur la prochaine session pour en parler parce que je pense que ça vaut le coup. C'est assez détaillé. Là, on a déjà traité beaucoup de choses. On va finir sur comment la keynote, du coup, s'est finie chez Microsoft. On a eu, alors j'oublie toujours son prénom et je vais le retrouver. C'est Mustafa Suleyman, donc qui est le VP AI chez Microsoft, enfin en charge de la filiale Microsoft AI, qui a clôturé aujourd'hui. Alors qu'a clôturé, c'est pas vrai parce qu'on a eu un peu de quantum à la fin, comme d'habitude. On est revenu un peu. Ça me rappelle une conférence d'il y a 2 ans où on a eu un peu de tout ça, mais qui a clôturé la keynote sur l'annonce, alors qu'il a repris des graphes un peu de comparaison des modèles où on voyait le fameux mythos d'Anthropic tout en haut sur l'explosion de l'intelligence et de la précision des modèles, mais aussi du nombre de tokens. Et donc, pourquoi est-ce que Mustafa Suleyman a abordé le sujet comme ça? Pour nous montrer que Microsoft, et on l'a abordé dans le dernier dans le cloud officiellement sorti, que Microsoft continue d'investir sur ses propres modèles officiels, qui sont plus des modèles open source, qui sont hébergés as a service dans Foundry. Donc là, on a officiellement 7 nouveaux modèles. On en avait 4 la dernière fois. Là, ils en ont lancé 7 calmement. Ils ont release le reste. On en a 7 en tout. Donc on a eu des augmentations de versions. On avait parlé lors du dernier épisode de MI Image pour de la génération d'images. Donc là, on a eu le 2.5 qui est sorti après le 2 dont on avait déjà parlé dans un épisode. On a eu une version Flash. C'est un peu la mode des versions Flash en ce moment. Donc ouais, Antoine, t'es très fort, tu me remontes. La dernière fois, on avait parlé de Voice One, Transcribe One, Image 2 et Image 2 efficiente. Donc maintenant, on a Image 2 2.5, version plus puissante selon les benchmarks. Je vous passe bien évidemment tous les chiffres qui ont été communiqués. Une version donc plus efficiente mais flash de ce même modèle d'image. Une version transcribe sur la transcription 1.5 de 1 à 1.5 qui serait d'après Microsoft le meilleur modèle au monde sur la transcription. 5 fois plus puissant que les autres modèles sur la transcription. 48 langues, et de mémoire, 43 langages 43. Exactement. Donc transcription de audio vers texte. On ne parle pas de connaître trop. Les IA parlent quasiment toutes les langues. Là, on parle de prendre 43 voix différentes audio. Donc c'est ça qui est dingue. Exactement. On a eu, donc on le voit à l'écran, des modèles de code officiellement. Code Flash, donc pour faire du développement. Premier modèle proposé par Microsoft, en tout cas officiellement porté dans Azure et dans Foundry, du coup. Les modèles de voix, on en avait parlé, Voice 2 et Voice 2 Flash. Donc là, on sait qu'avec le speech, notamment, Microsoft a beaucoup de choses à faire et propose beaucoup de choses. Et on va se concentrer sur le plus intelligent que je garde pour la fin, volontairement. C'est le modèle MI Thinking One, qui est leur premier modèle de raisonnement officiel. Donc, au même titre qu'il y a 1 an et demi, OpenAI, il y a 1 an et demi, je ne sais même plus, ou 2 ans, sortait O1, maintenant à suivre avec du O3, etc., et qui amène finalement tout ce que l'on a aujourd'hui en modèle de réflexion et de planification. MI Thinking One est le premier modèle officiellement de Microsoft qui viendrait, d'après les benchmarks proposés par Microsoft, à peu près au même niveau qu'un Opus 4.6. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est au 4.8, sorti par Anthropic, mais 4.6, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a et du coup, exactement. Et tout le monde est resté en 4.6 parce qu'il y a une question de coût. Et qui fonctionne très bien pour beaucoup de tâches. 4.6 est ce qu'il y a de mieux sur le marché, il faut être honnête. Rapport qualité-prix. 4.7 et 4.8 sont très bien, mais coûtent une véritable fortune. Exactement. Donc là, je me projette.
notamment à l'heure où on a des débats énormes sur le prix des tokens, du code, l'envolée des prix à venir chez Anthropic, etc. Microsoft arrive avec son propre modèle qui est du niveau d'un 4.6. Et surtout qui sera hébergé chez lui dans le tenant. On a aujourd'hui des gros sujets avec Claude Cowork et autres, les modèles de raisonnement qui sont sur les data centers d'Anthropic. À date. Aujourd'hui, voilà, c'est juste présenté en tant que modèle. Il n'y a pas d'intégration prévue dans les écosystèmes autres. Mais sachant que la taille du modèle, c'est 32 milliards de paramètres. Donc c'est infiniment petit par rapport à la taille du nombre de paramètres qu'un Opus ou qu'un GPT, par exemple. On est plutôt à plusieurs milliers de milliards. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est ce qu'ils avaient dit il n'y a pas si longtemps. Au bout d'un moment, token, paramètres, c'est plutôt ça qui compte aujourd'hui. On a atteint des valeurs où c'est un peu en appréhension de la course aux consoles, 16, 32, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'enfin atteindre concrètement ce qu'ils avaient dit. La course aux paramètres, finalement, on vient de montrer qu'il n'y a plus que ça, c'est pas que ce nombre qui compte. En fait. Et je vais rectifier tout de suite une bêtise que je viens de dire. Il faut le reconnaître. Donc, je vous avais dit que c'était pas déployé encore partout. En l'occurrence, on l'a vu alors en démonstration dans Foundry. Donc normal, le modèle est présent dans Foundry, et on a vu qu'on avait la capacité à le fine-tuner directement, ce modèle de raisonnement dans l'interface, en mettant ses propres données. Qu'est-ce qu'on a vu comme démonstration derrière? On l'a vu dans Microsoft 365 Copilot, dans une vision un peu researcher, où finalement on nous a montré plusieurs choses. Alors, et pourtant c'est arrivé qu'à la fin, tout ça. On est revenu un peu sur Copilot. On nous a montré que quand on allait faire... Alors, je ne sais même plus si on est dans un agent, en fait. Dans Cowork ou dans... On était dans un agent. Copilot, c'est dans un agent déployé dans M365. Non, ça ressemble à du Cowork à droite, non, j'ai l'impression que c'était un Cowork. C'est du Cowork, regarde, à droite. Parce que j'ai le menu à la Cowork, etc. Ce que nous a expliqué l'experte qui était intervenue sur scène, c'est qu'il travaillait beaucoup aussi sur les critères d'évaluation. Et ça fait référence à notre prochain épisode qui doit sortir, où je vous disais que Microsoft Recherche réfléchissait à ce que comment l'agent atteignait son but pour vous et son niveau de satisfaction. Et du coup, là, on voit qu'on nous sort des nouvelles méthodes d'évaluation, où finalement, comme quand je travaille sur Cowork, il fait sa mission, et si jamais je lui dis « Oui, mais ça me va pas, t'as pas bien fait le template, fais-le de telle manière », et finalement, il va apprendre de ça, mais au-delà de juste faire une skills, il va améliorer son modèle pour avoir une meilleure compréhension de ce type de demande, du coup. Et il va se noter en disant, et c'est ce qu'on voit dans les critères d'évaluation, comment il juge les tâches qu'on lui a demandées et son niveau de performance d'atteinte des tâches. Donc, et c'est tout les ça débuts basé de la GI, quoi. sur le MAI1. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on va pouvoir avoir là, dans Copilot des itérations où on va voir le niveau de MAI Thinking 1 en fonction des itérations qui gagne en évaluation. Il passe de peut-être un 80% de performance auto-évaluée par le modèle à peut-être 90% en 2 mois en fonction des itérations et de la manière dont vous travaillez avec lui. Donc assez intéressant, et c'est vrai que du coup, alors en fin comme ça de keynote et de soirée, parce qu'il commence à se faire tard, on ne sait plus du tout si on est dans Cowork, et si on est dans Cowork, on est totalement dans Cowork. Je suis en train de voir les screenshots d'après, tu le vois derrière, tu as bien tes outcomes, tes sources and skills, exactement. Donc MAI1 présenté du coup dans Cowork, et sur lequel on peut directement travailler, mais surtout itérer, et il visera à s'auto-améliorer, à devenir meilleur dans votre compréhension. Donc, grosse annonce de Microsoft. Ça avait été un de mes enjeux quand je vous avais présenté les derniers modèles. J'avais dit, parti comme c'est, on aura peut-être un modèle de raisonnement à venir. Je l'avais dit, sans aucune information sous NDA. Je préfère le préciser quand même, pour le coup. Ce n'étaient pas les informations qui nous avaient été présentées, mais la stratégie faisait... on voyait bien que le catalogue s'enrichissait. Par contre, moi, je le voyais arriver beaucoup plus tard. Je vous avais dit, à un moment, ils y arriveront à sortir leur modèle. Ils travaillent doucement. Mais là aussi, et là, alors, en regardant de près, c'est ni Cowork ni Scout. En regardant de très près l'image, regarde, il y a un onglet liste des évaluations précédentes.
Oui. Donc c'est vraiment Donc l'interface c'est de une l'agent. interface dédiée en fait. C'est oui. ni un cowork ni un scout. C'est une interface dédiée. Il y a des nouveaux boutons qu'il n'y a pas dans les autres. Ou alors on a vu comme il y a eu quelques accidents certaines années Joystick sur Agent pick, 365. sur des Bah, des infos. Peut-être qu'on vient de voir le futur de voilà, l'interface de c'est ça, cowork ou peut-être. c'est une Ouais, nouvelle. c'est un HTTP Turbo Adventure GitHub.io, donc c'est quelque chose de très early, Ouais, ouais. globalement. À mon Et, avis, ouais, c'est- À mon avis, les personnes, quand ils font des screenshots, ils vont dire bon, personne fera un test C'est sur lui. ça pas qu'il y a des gens C'est le derrière premier qui font truc des qu'on regarde. émissions là-dessus. mais on peut imaginer demain un petit cowork remplacé avec un modèle interne d'MS, avec Ouais, des ouais. améliorations. Enfin voilà. Et puis c'est à la build qu'on fait les pronos rigolos. Souvenez-vous quand ils nous ont montré Agent 365 en build et que moi je vous ai dit vous zoomez là, regardez, il y a un logo Google, il y a un logo Amazon qui traîne dans la map, la petite cartographie des agents et on l'a eu, c'est sorti en public preview il y a quelques semaines. Ouais. Le fait de pouvoir te connecter à un Amazon, à du Vertex, du Bedrock, etc. Enfin Amazon, Google et compagnie. Donc en fait, il y a des fois, il y a des petites fuites dans ce que les captures d'écran Microsoft. Voulu ou non d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, après, ça peut être ça aussi nous voulu. amuse. Oui, oui, bon, Donc ça, grosse ça fait parler. annonce. Et ce qui est dingue, c'est encore une fois, on a eu 2h30 de conférence. Ouais. Et ça Dense. arrive à la fin des 2 Au heures. final. En tout cas, à 80% des 2 heures, Ouais. globalement, on a officiellement le premier modèle non recherche, donc non R&D, etc., de Non. raisonnement d'un niveau d'un Opus 4.6 Oui. Ouais. proposé par Microsoft Mm. avec des améliorations pressenties comme l'auto-évaluation, Mm. des choses que Microsoft veut. Mustapha Suleiman a expliqué qu'il voulait une IA éthique, une IA qui se fait dans un cadre de safety, etc. Et donc, il mettait en place des mécanismes et que Foundry permet de ça, Le d'auto-évaluation. pronostic perso que moi je fais, pareil, j'en sais rien si Microsoft l'a annoncé et tout en secret et tout, mais ça devrait débarquer côté Copilot, ça c'est obligé. Bah, en fait, la seule limite Ouais. aujourd'hui qu'on a pour la France et l'Europe, Pas de raison qu'on l'ait c'est- pas à un moment dans les 3 modèles Voilà. proposés. Hein. Bah, Enfin, c'est ça. au moment où on va Oh. l'avoir. Le sujet, c'est aujourd'hui, on le sait, hein, les modèles qui n'arrivent pas en Europe, c'est pas une question de, on veut pas les mettre. Non, C'est une un question que les infrastructures parlant, les data centers, ils sont jusque ras de la cruche en haut. Et mais du coup, ça veut peut-être dire que Microsoft va prioriser ses modèles dans les data centers. Sachant que My voilà. Image 2.5 est déjà dispo dans PowerPoint. Voilà. ok. Donc ça Déjà. veut dire que Microsoft priorise ses modèles Donc, par dans rapport à PowerPoint, Cloud et quand- OpenCloud. Quand Ce qui vous- peut sembler logique. Ce qui peut sembler tout à fait On logique et génère une des bonne images, nouvelle on pour peut nous. choisir, C'est ça, dans je- PowerPoint, quand vous allez maintenant générer vos nouvelles images, ce sera avec les derniers meilleurs modèles et apparemment plutôt très bons, hein, d'après les benches, pas loin derrière Gemini et autres qu'on fait. En image, il Qui- était deuxième sur les benches, je crois. Il était deuxième, donc un super niveau de génération d'images. Pour une Donc première assez version, oui. intéressant et on a beaucoup parlé un peu de ces nouvelles stratégies. Moi, ça confirme beaucoup de choses qu'on s'était évoquées en se disant est-ce Mais il y a que 2 ans et tout, Copilot comme un espèce d'agrégateur. juste de modèles, d'agrégat en fait. disant alors moi ça me tue, une de mes phrases préférées, c'est de dire vous avez rien compris à Microsoft, ils sont pas fournisseurs de modèles, ils sont fournisseurs de Oups. plateformes. Oups. Faut que je trouve Voilà. une autre punchline Alors là, demain. c'est même pire, c'est que là, Sur les deux. en plus pour faire un Oui, un c'est récap cata. de build, C'est c'est un que ça peu va faible. au-delà. C'est qu'aujourd'hui, Microsoft est fournisseur de matériel qui fait de data center Ouais. local dans ton ordinateur. Oui, en plus. Et, et en plus, potentiellement demain avec ses propres modèles. Je finis parce que je pense qu'il est temps qu'on finisse. Il fait très chaud dans la salle. Vous voyez peut-être mon front qui brille. Ça a été très long pour tout le monde. On est en La session journée a depuis commencé 5 tôt, heures ou c'est 6 un heures tas. de conférence. La conférence a terminé sur un aspect recherche, c'est devenu un peu une spécialité aussi de la build. On avait été très marqué il y a 2 ans sur 2 choses. La partie un peu annonce des nouvelles puces. Donc il y en a eu des nouvelles Majorana 2, si je dis pas de bêtises, et notamment des avancées sur la partie Quantum. On Et en stabilité, reparlera ouais. en termes de stabilité, etc., dans un épisode dédié. Et on a eu une suite d'un projet, moi, qui m'avait beaucoup plu à l'époque, qui était Microsoft Discovery. Ouais. Ils avaient montré comment ils avaient fait pour créer Majorana, enfin leur puce immergée dans de l'eau sans Dans qu'il y ait du de liquide, court-circuit, ouais. dans Oui, du c'était liquide. impressionnant Ça ça. avait fait tourner Forza sur un gros PC à l'époque. Et par contre, on était sur un truc. Nous, on avait essayé de le déployer chez nous. Hein, c'était sur GitHub. C'était un truc en AKS à déployer. C'était très très research. Qui était assez complexe, etc. En tout cas, qui permettait pas au moindre chercheur demain d'aller faire sa propre équipe d'agents spécialisés
chimie, physique, etc. pour faire des découvertes. Et là, on a eu une nouvelle annonce. Donc, ils ont repris un peu, Satya Nadella, le cycle de la recherche, globalement la Discovery Loop. Et on a eu l'introduction d'une nouvelle app, ou d'un module, je vais plutôt dire ça comme ça, Microsoft Discovery dans GitHub Copilot. Dans VS Code. Dans VS Code. Dans VS Code, excusez-moi. Donc dans VS Code, maintenant, on va avoir un onglet Microsoft Discovery qu'on peut déployer, installer. Et du coup, on a eu une démo sur comment, finalement, en pur langage naturel, je peux lui demander de me faire une recherche sur un sujet, sur de la composition de protéines, etc., d'essayer d'explorer toutes les protéines avec les agents spécialisés derrière, qui permettraient d'y répondre, et après de faire un classement des meilleures protéines. Et globalement, ça va jusqu'à... Alors, ça nous montre qu'on a des starter kits pour les ingénieurs qui voudraient commencer du jour au lendemain sur de la chimie, etc. On a des templates d'agents d'orchestration pour répondre à des problématiques, même si j'imagine qu'on peut ramener ses propres agents et autres. Et ce qu'on voit finalement, c'est que... alors, je ne sais pas ce que tu as après, juste derrière, tu peux nous montrer. On a le papier qui est produit... qui montrait qu'on peut mêler des sources bien évidemment officielles des papiers de recherche. Microsoft a eu pendant longtemps des bases officielles des papiers de recherche, un peu comme on a PubMed ou autre en médecine, et aussi de la propre donnée interne de l'entreprise comme base de connaissances pour faire la recherche. Donc ça, c'était exactement ce qui avait été démontré. Et à la fin, ça va jusqu'à produire les résultats dans VS Code et à montrer carrément de la simulation 3D. Alors là, ça ne bougera pas à l'écran, mais des protéines candidates sélectionnées les plus appropriées à la recherche que l'on a voulu faire. Et ils sont allés jusqu'au bout de la recherche à montrer que derrière, pour la tester en réel, on pouvait brancher cette partie-là à son automate en laboratoire et aller carrément faire la sélection des protéines et des éléments chimiques qu'on souhaite assembler. Alors il dit, je ne peux pas vous le faire en temps réel parce que ça prend beaucoup de temps, mais on l'a simulé, on vous le montre, et il y avait une petite vidéo qui montrait quand même que l'automate se déplaçait avec une app, on voit c'est Cambridge du coup, et le Biotech Lab qui montre ça, mais une intégration sur le côté avec GitHub Copilot où je pilote directement mon automate. Donc une avancée assez majeure entre je te montre un petit framework d'orchestration d'agents et on a fait des découvertes. Et là, un espèce de produit un peu plus officiel qui sort, directement intégré à VS Code, pour que ça soit plus facile pour tout à chacun, en tout cas, personne qui a au moins VS Code et qui sait chatter. Du coup, l'implémentation est quand même bien plus pratique. Et puis on le voit que derrière, c'est du langage naturel qui me permet de faire ça, disponible dans VS Code. Grosse annonce, moi j'adore quand ça finit comme ça. Ça s'est fini à peu près sur ça, à part la partie Quantum derrière. Rêver un peu sur le futur. Exactement, mais c'est là où j'ai l'impression de voir la conf d'il y a 2 ans, mais avec 2 ans d'avancée où c'est plus devenu de la R&D, de l'exploratoire, c'est des produits, c'est du concret. C'est entre les premières puces annoncées et maintenant elles sont dans les nouvelles surfaces ou des choses comme ça. Et tout finalement, ce qu'on voyait, la stratégie de Microsoft depuis 2 ans, devient concret. On va finir sur ça, parce que je pense qu'on a largement balayé les sujets. Alors, vous l'avez compris, il y a peut-être des choses qui vous intéressaient, qui ont été dites dans la keynote qu'on a oubliées. Vous l'avez compris, il reste souvent 2 jours de build derrière, où il va y avoir des sessions dédiées à suivre, avec des deep dives, des vrais démos. Nous, on n'a fait que survoler les 2h30. Alors, on a écouté attentionnément les 2h30 de keynote et on a lu un peu les blogs qui sortent en parallèle. Et pas de Book of News. Et cette année, on n'a pas eu il y a des blogs récap, mais il n'y a pas eu en avant-première de Book of News. Et donc, du coup, on peut se tromper. On a fait beaucoup d'interprétations, mais c'est aussi ce qu'on aime faire. C'était la Microsoft Build 2026. Elle est assez dingue parce qu'elle est d'une densité incroyable et pourtant avec une forme qui n'a rien à voir des dernières, un moins produit que l'on connaît, le fameux Copilot Fabric, etc. Mais surtout, voilà, plus tech, plus à repenser un peu comment on travaille. Moins Copilot. Plus build, moins Copilot, moins waouh. Au début, on était un peu décontenancé et à la fin, on se dit que c'est une grosse Microsoft Build. Oui. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Oui. C'était à nouveau une spéciale des têtes dans
Je ne sais pas sur quoi je finis. Dans le cloud. Dans le cloud. Dans le cloud, voilà. Dans l'open cloud. Après 23h, after, Il est trop tôt, exactement, 23h33. il est beaucoup trop tard. Il est trop tôt pour certains. Il est temps vous de l'avez close. compris, c'est l'heure où Romain se réveille et c'est pour ça qu'on a bien profité de lui aujourd'hui. Le Et du coup, scout toujours. on finira sur ça et on vous dit rendez-vous au prochain épisode des Têtes dans le Cloud. Merci. Bye bye. À bientôt. Salut. Bienvenue.